Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Merci de nous rejoindre pour ce 5e épisode du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui sur le thème du surentraînement, avec Mims, Will et Thib, on va tenter de le définir, on va tenter de vous donner des outils qui vont vous permettre de diagnostiquer le surentraînement et surtout des moyens de l'éviter et de le prévenir. Alors très bonne écoute. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, un épisode qui n'est pas sur l'open, pas sur l'écart, mais qui est sur un thème qui est le surentraînement. Mais avant toute chose, un grand merci pour tous les gens qui nous écoutent au quotidien. On a un paquet de gens qui nous écoutent tout le temps et qui nous laissent des petits commentaires, des étoiles, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, des pouces verts, des pouces bleus. Et on vous remercie pour ça parce que ça booste vraiment l'audience et ça permet à d'autres gens de découvrir le podcast, de découvrir le CrossFit et de découvrir plein de thèmes intéressants qui vont leur permettre de mieux s'entraîner. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mes 3 hôtes. Mims, salut. Hello. Will, ça va? Salut tout le monde, tout va bien. Et Thib, ça va Thib, au bureau? Salut à tous. Et on a la chance d'avoir parmi nous 50% de quarts de finalistes. Je ne vous dis pas qui c'est. Vous devinerez par vous-même. Je vous dis juste que c'est pas moi. Et voilà, vous avez déjà 3 chances sur 4 d'avoir la bonne réponse. 50% portent une casquette également. Ça peut donner. C'est vrai. 50% des quarts de finalistes de cet appel portent une casquette. Voilà, je vous laisse faire les mathématiques. Alors aujourd'hui, on aborde le surentraînement. Le gros mot du CrossFit et du sport en général, mais personne ne sait réellement le définir et personne ne sait vraiment le diagnostiquer. Et pourtant, on voit que ça a un effet assez considérable sur la plupart des pratiquants de notre discipline en CrossFit et également dans plein de sports divers. Mais aujourd'hui, on va essayer de justement aborder plus particulièrement le CrossFit pour pouvoir vous aider au quotidien dans les box ou dans vos entraînements et puis pour simplement prendre conscience de qu'est-ce que le surentraînement et des conséquences vraiment néfastes que ça pourrait avoir. On va essayer de parler de surentraînement en le définissant un petit peu. Alors, il y aura quelques termes un peu compliqués parce qu'il faut en parler et c'est un terme assez scientifique. Il y a des conséquences hormonales, etc. sur votre santé. Mais ensuite, on va parler de diagnostic. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer, si on peut le diagnostiquer. On va essayer également de vous donner plein de ressources pour l'éviter et pour pouvoir prolonger votre durée de carrière si vous êtes un athlète pro, pour pouvoir prolonger votre durée de vie et votre santé si vous êtes un athlète amateur comme moi avec un fitness assez modeste. Pour commencer, Mims, est-ce que tu aurais le moyen de nous décrire un petit peu, de nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est le surentraînement, comment on arrive dans cette phase de surentraînement et voilà, et nous dire un petit peu tout ça. Ouais, je pense que déjà, ce qu'on peut faire, c'est décrire les différentes phases d'entraînement et leurs conséquences. Et pour mieux comprendre et cerner comment on peut amener un surentraînement, en soi, il faut se dire que quand on s'entraîne, on a à un moment donné une période de fatigue qui est logique et après, on se réentraîne. De manière globale, c'est le cercle qu'on fait quand on s'entraîne. Après, il y a différents types de ressentis et il y a des moments où il y a des intensités aussi qui vont provoquer, par exemple, un léger surplus d'entraînement qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir vraiment une décroissance des performances et une fatigue plus accrue. Et par la suite, on a 2 possibilités. Soit c'est vraiment un léger surentraînement qui fait qu'on arrive à avoir une phase d'overreaching, comme on peut appeler ça, c'est-à-dire on va plutôt faire une phase d'overreaching qui va nous permettre d'avoir une meilleure compensation et avoir dans le futur plus de performance. Soit on va aller trop loin dans cet overreaching dans notre entraînement, on va aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on peut assumer. Et dans ce cas-là, cette phase de fatigue va être plus accrue et on ne va pas avoir cette phase de surcompensation, comme on dit en français, et une amélioration de nos performances, une amélioration de nos besoins, notre physiologie, quoi. Et après, on a cette phase où on s'entraîne, on reste trop longtemps dans ce overtraining qui n'est pas fonctionnel. Et dans ce cas-là, si on reste trop longtemps là-dedans, on devient surentraîné. Et après, il y a une autre phase qui est plutôt psychologique. Et à un moment donné, quand on lâche tout moralement, ça devient un burn-out. C'est plutôt ça.
Ok, donc si je comprends bien, en gros, tu as ces plusieurs phases. Tout est à base de l'entraînement. Donc forcément, quand on s'entraîne, l'idée, c'est d'avoir une adaptation physiologique et psychologique. Oui. Donc voilà, on s'entraîne, on se met sous un état de stress cellulaire, en gros. Et puis, il y a plein d'adaptations qui se créent, qui fait que nos cellules s'améliorent et notre corps, il devient plus résistant à plein de choses, quoi. Ouais. Et en gros, si on fait ça trop longtemps et de manière trop intense, eh ben, on arrive dans cette espèce d'état du surentraînement où on n'arrive plus à récupérer. C'est ça. Et il faut juste dire, après, il faut savoir se différencier une fatigue normale des courbatures normales, parce que dans toute adaptation, on a aussi ce phénomène-là qui est créé par une réponse immunitaire, on va dire. 24 à 48 heures après un entraînement, on a une réponse immunitaire qui s'accroît, donc on vient lutter pour pouvoir se recomposer, on va dire ça, et aussi des signaux nerveux qui sont aux terminaisons à chaque fois de nos muscles pour pouvoir nous dire qui ont été stressés, qui font qu'à un moment donné, ça nous envoie un signal de douleur, entre guillemets. Donc, Voilà, parce que faut pas préciser que pour les crossfitters, c'est pas dès qu'ils sont fatigués qu'ils sont en surentraînement. C'est ça. C'est totalement normal de ressentir une fatigue ou quoi que ce soit après l'entraînement. Au contraire, on a besoin de ce stress physiologique pour progresser. Si on n'a aucun stress physiologique, on va avoir des phases de stagnation ou, par exemple, une progression lente. Donc il faut trouver justement il faut apprendre, je pense qu'on va l'aborder par la suite, mais c'est trouver une intelligence dans l'entraînement, une intelligence dans le sondage entre guillemets de son corps pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on se surentraîne et qu'on est dans quelque chose de fonctionnel, donc l'overreaching fonctionnel, ou est-ce qu'on est dans un overreaching qui est non fonctionnel qui va amener par la suite à un surentraînement. C'est ça. Du coup, je pose une question pour passer pour les athlètes parce que ça va les intéresser en plus d'avoir ton point de vue. Je connais déjà la réponse, mais je pense que la réponse peut intéresser pas mal de monde et c'est souvent une question qui revient pour les athlètes. C'est donc ce que tu dis entre guillemets pour synthétiser la chose, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as le travail, il te fatigue les muscles entre guillemets et quand tu as ton temps de récupération qui n'est pas suffisant pour la récupérer totalement de cette phase de travail. Petit à petit, tu peux basculer soit dans l'overreaching, mais du coup qui sera fonctionnel et donc ensuite pour amener une surcompensation. Oui. Mais après, ça peut également engendrer un surentraînement si c'est mal géré et qu'au bout d'un moment, tu n'as plus la récupération nécessaire et que ça fait un peu effet boule de neige négatif, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fonction de ces différentes phases, tu as des phases de récupération qui sont importantes. En fait, plus on s'entraîne dur, plus on doit récupérer dur. C'est ce qu'on voilà dire, ce que je voulais entendre. Je voulais ça que tu dises pour les athlètes, Mims. C'est ça, il faut en fait, parce que Mims, elle le dira tellement mieux que moi, elle en parlera mieux que moi, mais il faut récupérer suffisamment pour... plus vous entraînez dur, plus il faut récupérer dur. Et récupérer dur, ça ne veut pas se taper des engines. C'est au bout d'un moment, il faut laisser le corps récupérer. Donc, et je sais parce que Mims, elle voit toutes les conséquences au niveau du corps. Et souvent, les gens n'en ont pas conscience forcément. Et justement, en termes de conséquences, est-ce que tu peux nous dire, en gros, le surentraînement, si je comprends bien de ce que vous dites, c'est genre le temps de récupération. En gros, quand tu rentres en surentraînement, tu n'arrives plus à récupérer. Du coup, tu n'arrives même plus à t'entraîner. Tes perfs diminuent. Il y a plein de choses qui se passent. Mais si on va encore plus loin, qu'est-ce qui peut t'arriver ? En gros, qu'est-ce que ça peut provoquer ? En fait, déjà, il faut se dire, sur chaque phase, tu as des phases de récupération qui sont vraiment propres. Par exemple, si tu es dans une phase de juste functional overreaching, à ce moment-là, tu as quelques jours de récupération. C'est cool, tu progresses. Si maintenant tu viens dans le non-functional overreaching, donc tu dépasses cette limite que tu ne peux pas assumer, là, il te faut plusieurs semaines à quelques mois pour pouvoir récupérer. Si maintenant tu vas dans le surentraînement, à ce moment-là, il te faut quelques mois et souvent ça peut durer des années. Donc en fait, on parlera par la suite de ça, je pense, mais ça va impacter toute la biologie, toutes les hormones, en fait, le système central du corps. Il y a un moment donné où notre corps est gouverné par ce système qui est intelligent, qui est à la base de notre cerveau, qui fait que soit on est dans une situation de guerre ou soit dans une situation où on peut lutter. Si à un moment donné, on vient dans un système où on doit se conserver, le corps sait éteindre toutes les fonctions et, entre guillemets, vous faire survivre. Et dans ce cas-là, vous êtes dans un état de survie tous les jours. Donc, vous allez commencer à baisser votre niveau métabolique. Donc, vous aurez un métabolisme très lent. Donc, ça fait que vous allez prendre du poids. Vous pourrez aussi avoir des fonctions sexuelles qui vont baisser, ce qui fait qu'à un moment donné, on a la libido qui baisse. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, parce qu'on n'est plus apte à se reproduire dans ce type de situation. Donc, ça veut dire que votre testostérone, elle va baisser. Chez les femmes, les œstrogènes aussi vont baisser. Chez les hommes aussi. Ce qui fait que le libido baisse. Et ça veut dire aussi que si on n'a plus de testo, on n'a plus d'effet réellement anabolique, entre guillemets. L'hormone de croissance, elle baisse aussi en conséquence. Et aussi,
tout est aspiré par quelque chose qui est l'hormone de stress, entre guillemets, qui lutte contre le stress, le cortisol, qui fait qu'on essaie de vous faire survivre. Donc vous avez plein de choses qui vont être amenées avec. Votre glycémie, elle augmente au jour le jour. Voilà, vous avez tout ça qui est déréglé. Chez les femmes, ça peut être aussi des aménorrhées. C'est très grave, du coup, ce que tu dis. Du coup, faut pour que les gens comprennent, c'est que c'est vraiment très grave. C'est un état qui est pas... c'est pas marrant, c'est pas quelque chose qu'on sort très rapidement et c'est à prendre avec vraiment, c'est quelque chose de très sérieux, avec des vrais symptômes, des vraies conséquences qui peuvent être très graves sur le corps, sur l'organisme, même sur la vie des gens. Et c'est ça que du coup tu dis de par tes mots, parce que moi c'est important, je trouve, de repréciser ça, parce que des fois les athlètes ils assimilent un truc du style c'est pas grave, j'ai une semaine de surentraînement, je vais reprendre une semaine de repos et ça va bien aller. Bon, déjà on sait pas s'ils sont vraiment en surentraînement, mais de ce que tu dis, au niveau du corps et des conséquences que ça peut avoir, c'est énorme. Et c'est pas parce que tu vas très vite dans le surentraînement et tu mets très longtemps à ressortir de ce que je sais. Et du coup, même quand tu précises tout ça, moi, je trouve ça incroyable, tu vois, que même des fois, les gens n'en aient pas conscience, parce que ça a des conséquences de fou, quoi. En général, ils en ont conscience quand ils en ont marre. Par exemple, des crossfitters vont se dire ouais, je peux plus voir le crossfit, je déteste ça, je vais faire maintenant du animal flow. Ce genre de choses, tu sais. Et ça, c'est parce qu'en vrai, ces mecs-là ont fait un burn-out. En gros, ils sont passés dans cette phase de surentraînement qui, mentalement, les a fait décrocher. Ce qui est logique, à un moment donné, on est plus stable émotionnellement, etc. Et donc, on est tellement écœuré qu'on arrête, on déteste notre discipline. Ça arrive dans plein d'autres sports. Moi, ça m'est arrivé avec l'athlé, par exemple. J'en connais plein dans plein de sports. Et du coup, c'est vraiment dommage, parce qu'on passe à côté de quelque chose qui nous faisait vivre au quotidien et nous faisait du bien, quoi. Et puis il y a deux choses, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Puis il y a deux choses, c'est que quand on passe en surentraînement, on passe dans deux phases. On a la phase donc physiologique là, qui ressemble très fortement à un burn-out qu'on pourrait faire au travail, qui correspond principalement à une dépression et à une baisse de apparemment tout ce qui est physiologique. Donc on n'a plus de libido, voilà, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de s'entraîner, on est constamment fatigué dans la vie de tous les jours. Et le deuxième aspect, c'est en général la blessure qui intervient à ce moment-là. Donc en fait, votre corps a un mécanisme de défense qui va être de vous arrêter, de vous forcer à vous arrêter. Donc le burn-out, c'est ça en fait au boulot, c'est on vous force à vous arrêter votre travail, parce que sinon on sait qu'on va se mettre dans un vrai danger. Votre corps, il est fait pour éviter que vous mouriez, donc il vous arrête. Et pour le sport, c'est la même chose. Si vous êtes en surentraînement total, votre corps, il va se faire arrêter, enfin il va vous arrêter lui-même et il va vous blesser. Et ça paraît bizarre de dire ça, il va vous blesser, mais en fait vous êtes tellement dans un état inflammatoire violent que du coup la moindre petite bêtise que vous allez vous faire mal. En général, c'est jamais une fracture qu'on fait, mais la fracture de fatigue est également une façon de vous arrêter. Vous êtes tellement fragilisé que votre corps, à la moindre petite blessure, va d'un coup casser, et donc dans ces cas-là, il va vous arrêter pendant 3 semaines ou 6 semaines. C'est un repos forcé que le corps a déclenché, en fait. Et ce qui est marrant, c'est de se rendre compte qu'en fait, le burn-out, c'est un état de fatigue mentale. C'est un état que tu crées grâce à un surentraînement mental, et ça a des conséquences physiques énormes et hormonales, comme tu l'as dit, Mims. Et le surentraînement, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient créer une fatigue physique de malade qui va créer du coup une fatigue mentale de fou et des conséquences sur ton mental. Et c'est ça que moi je trouve ça super intéressant, en ayant pas mal, comme vous, fait des recherches là-dessus, c'est de te rendre compte le lien qu'il y a entre surentraînement et burn-out, et ce que ça peut engendrer, mais que dans les deux cas, c'est jamais vraiment sain, comme tu l'as dit, Thibaut, là. Le corps, il a toujours une réponse adéquate à ces situations de stress trop oppressantes et trop grandes, et que du coup, bien souvent, le corps, il sait mieux que toi ce que tu as vraiment besoin, et il te le fait comprendre. Et des fois, tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Ce qui est fou là-dedans, c'est que souvent, on a l'impression qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Et en fait, quand on est dans ces situations-là, on dit juste, on a l'impression que c'est... comme c'est mental, on a l'impression qu'on est submergé, qu'on déteste tout, etc. Mais on ne sait pas qu'on est contrôlé par réellement son corps. En vrai, c'est le corps, sa physiologie qui donne l'information au cerveau qui va vous faire réfléchir de certaines manières. Donc en gros, votre chimie, entre guillemets, dans votre cerveau, vos neurotransmetteurs, tout ce qui se passe aussi dans vos intestins, tout change. En gros, vous êtes en train de changer votre composition, vous êtes en train de faire baisser certaines choses, certaines hormones, qui fait qu'à un moment, vous réfléchissez plus de la même manière. Vous n'avez plus le goût à la vie, vous vous intéressez plus aux mêmes choses, vous êtes plus très créatif, vous n'avez plus envie de voir vos amis. Et tout ça, en fait, on n'a pas l'impression que c'est une conséquence d'un surentraînement, en fait. C'est ça qui est fou. Et on va parler, on a déjà des éléments de diagnostic ici, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on peut avoir des conséquences très graves
de ce fait d'aller dans cette phase-là. Et nous, ici, on va essayer de vous donner les clés pour déjà essayer de comprendre est-ce que vous êtes dans cette phase, même si c'est très dur de diagnostiquer si on est en train d'y aller. Et surtout, ensuite, quelques outils pour visualiser, pour vous aider à mesurer ou à évaluer si vous êtes dans cette phase, et ensuite, comment y remédier. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais poser la question à Will, parce que est-ce que toi, en tout cas dans notre sport, là, dans la discipline, la méthodologie du CrossFit, en tant qu'athlète qui a participé aux Games, je suppose que tu as déjà senti cette phase où tu te sentais ultra fatigué, où tu en avais ras-le-bol. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de ça? Quand est-ce que ça t'est arrivé et comment tu as fait pour essayer de passer ça? Ouais, carrément. Bah, moi, je vais être 100% transparent avec tout le monde parce que j'ai pas peur. Il y a beaucoup d'athlètes qui disent ah non, moi jamais j'ai franchi la ligne rouge, jamais je suis allé en surentraînement. Et ça, c'est un peu dans le déni et c'est pas que lié aux athlètes des Games, c'est lié à tous les athlètes. Souvent, les athlètes sont dans le déni et pas que dans le surentraînement, dans la nutrition et tout. C'est difficile hein, d'admettre des fois les choses. Moi, en 2019, par exemple, bah, en fait, c'est exactement comme on l'a expliqué. Il y a le overreaching avec functional overreaching et le non-functional overreaching. Le non-functional overreaching, au bout d'un moment, bah, tu peux, petit à petit, tu n'as pas l'effet de surcompensation qui vient après. Donc, tu n'as pas un espèce de pic de forme et tu passes dans le surentraînement. Et ça part d'une bonne intention parce que souvent tu veux t'entraîner plus, tu veux bien faire. Et comme on le disait ensemble une autre fois, c'était que bien souvent la réponse à un état qui est pas adéquat dans l'entraînement, c'est-à-dire que quand tu te sens pas bien dans ton entraînement, que tu te sens pas en forme, la réponse ne doit pas être plus d'entraînement. Et souvent, c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut bien faire. On est athlète, on se dit, je suis pas en forme, je fais pas des bonnes séances d'entraînement, il faut que je m'entraîne plus. Allez, keep working, allez, le travail dur, travail dur, travail dur. Eh ben non, ce n'est pas la réponse à apporter. En 2019, c'est ce que j'ai fait. Ça partait d'une bonne intention, j'avais fait une super année 2018, j'étais en pleine bourre et quand on est en pleine bourre, on a envie de retrouver cet état. Du coup, on se dit bon bah vas-y, en plus j'avais fait pas mal de compétitions, j'étais très bon à Dubaï. À Dubaï, j'étais dans la forme de ma vie et du coup, j'ai voulu en mettre plus et tu te sens pas tomber dans le surentraînement. Parce que tu as l'impression ton corps et mine de rien, j'avais quand même des capacités, on va dire, de récupération supérieures de par le fait que ça fait quand même 10 ans, 15 ans que je fais du sport à haut niveau avec de par l'athlétisme, le rugby et tout. Donc, le corps, il peut tolérer pas mal de choses. C'est ça qui est incroyable. Et je me suis pas senti tomber dedans. Et en fait, je suis arrivé aux Games complètement en surentraînement. C'est-à-dire j'avais pas vraiment envie de faire. J'étais motivé, mais je prenais pas de plaisir. C'est-à-dire que je le faisais parce que j'étais motivé par les games, mais pas par l'entraînement. Alors que moi, ce qui m'anime, c'est le fait de m'entraîner, voilà, de bouger, de se dépasser tes limites, d'avoir cette sensation où tu peux aller flirter avec cette limite dans un workout. Et là, j'étais complètement sur entraînement et j'étais un peu blessé. J'avais des douleurs parce que le corps, il t'envoie des signaux, comme l'a dit Mims. Hein, donc, il est intelligent. Hein, il te fait comprendre qu'il faut que t'es pas au bon endroit où il faut te trouver. Et donc, il t'envoie plein de signaux. Et souvent, ce que tu fais, bah, tu mets un casque comme on a là et tu te dis ah je les entends pas, c'est pas grave, c'est parce que je m'entraîne dur. Bah non, en fait c'est juste parce que t'es trop bête et que t'es tombé dans le surentraînement parce que tu veux bien faire. Et donc je suis arrivé aux Games en surentraînement, j'ai fait quelque chose de bien, je crois que j'ai fait 20e ou 21e, mais voilà, j'étais en surentraînement complet. Et j'avais mal à une hanche, j'avais mal à une épaule, bref, c'était pas top. Mais c'est une période qui m'a vraiment beaucoup apprise parce que je me suis aperçu ce que c'était mes limites, je me suis aperçu ce que c'était l'entraînement, je me suis aperçu que sortir du surentraînement, ça prend du temps, ça prend pas un mois. Comme je dis toujours, on peut mettre un mois à être dans le surentraînement, mais eh ben, ça prendra des mois à en sortir ou à enlever les conséquences du surentraînement parce que le corps il a besoin de souffler. Et donc ça m'a appris plein de choses. Et après, dans ce qu'on disait, le but du jeu, c'est après d'avoir ces périodes où on vient dans le functional overreaching, c'est-à-dire s'entraîner plus, augmenter le volume, augmenter l'intensité. Et pour avoir cet effet de surcompensation et de pic de performance après et de progresser, de franchir des paliers. C'est ça qu'on vient chercher. Mais ça, c'est quelque chose, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est quelque chose de très dur à atteindre et très spécifique. Et c'est propre à chaque athlète et c'est propre à chaque discipline. Et on ne peut pas tout maîtriser parce qu'on ne sait pas ce que l'athlète il va manger, on ne sait pas ce que l'athlète comment il va dormir. Il y a plein de paramètres extérieurs et c'est très dur à le maîtriser. Et encore une fois, c'est quelque chose que c'est un levier de performance que tu dois activer à partir d'un certain âge. Beaucoup trop de monde l'active trop tôt. Je vois des jeunes athlètes 19, 20 ans, 21 ans activer ce levier de volume d'entraînement et d'intensité, de functional overreaching. Et surtout que tu sais pas si tu vas réussir à activer ça, tu sais pas si ça va marcher, et si ça marche pas, c'est un peu un coup de poker. Si ça marche pas, t'as des conséquences de fou quoi. Et beaucoup trop de jeunes l'activent, alors que ce qu'on disait, bon, il y a rien de sûr, c'est des
des scientifiques qui ont avancé ça, mais bon, il y a sûrement un jour, on va préciser tout ça. Mais ils disent que c'est à partir de l'âge physiologique, c'est au-delà de cet âge physiologique de 27 ans, 26, 27, 28 ans, que tu peux activer ce levier sereinement sans risquer voilà, d'avoir un point de non-retour du volume d'entraînement. Et même après 2019, je me suis pas mal renseigné, y compris dans le triathlon, dans le cyclisme et tout, sur ce qu'ils faisaient. Et en fait, on apprend vite que ce qui te fait tomber dans le surentraînement, c'était pas forcément le volume d'entraînement. Parce que tu peux avoir un certain volume d'entraînement et ne pas tomber dans le surentraînement parce que tu maîtrises l'intensité. C'est-à-dire que tu as des intensités différentes dans ton entraînement. Donc tu vas avoir des intensités basses, des journées en zone 2, des journées avec intensité modérée. Tu vas maîtriser tout ça. Le surentraînement, tu y tombes quand tu as un certain volume et que c'est de l'intensité tous les jours. C'est des max tous les jours. C'est soulevé lourd. Et ça, je vois trop d'athlètes tomber là-dedans. Moi, je sais que souvent, je donne ça comme conseil aux gens. Je essaye de les prévenir un max, des athlètes de WIS et compagnie. Et souvent, les gens, ils sont là. Ouais, mais moi, je peux plus. Ouais, mais moi, je peux ça. Ouais, mais moi, un tel, il s'entraîne là. Moi, je peux ci. Ah bah, sur mon journée de récupération, je fais un active recovery. Et quand tu vois leur active recovery, c'est un engine où ils sont à 100%. Et ça, c'est le gros problème. Mais ces gens-là, ils le paieront tôt ou tard. À leurs dépenses, ça servira de leçon. Mais voilà, moi, j'ai fait ces erreurs. C'est pour ça que j'essaie de prévenir les gens. Je vais pas dire que j'ai jamais fait ces erreurs, que j'ai jamais fait de bêtises à l'entraînement, dans la programmation. Bien au contraire. J'en ai fait plein. Et au contraire, c'est de par ces erreurs que j'ai grandi et que j'ai amélioré tout ça. Et voilà, ça, après... Bien sûr, là, je parlais de 2019, mais il y a d'autres moments où des fois, on franchit la ligne rouge. Hein. Le but du jeu, c'est frôler cette limite, essayer de jamais la franchir. Et de temps en temps, on la franchit, mais on se connaît au bout d'un moment. Je commence à très bien me connaître. Tu sais quand tu frôles avec cette limite. Du coup, tu essayes de repasser un peu en dessous. Tu te calmes, tu prends un peu des jours de repos ou tu changes l'intensité. Maintenant, varier les intensités, c'est le truc le plus important. Trop de gens ont des intensités hautes tous les jours. C'est le gros problème. Et Julian, il faut que tu me topes parce que sinon, moi, je vais pas m'arrêter. Je vais faire un podcast, je vais parler tout seul. Top. Mais par rapport à ce que tu disais, le trop, j'écoutais un podcast qui disait c'est un petit peu comme si on prenait un médicament ou une drogue. En gros, si tu en prends un peu, tu arrives à pouvoir récupérer, tu es un peu malade ou quoi que ce soit, c'est comme avec l'alcool. Mais dès que tu dépasses un certain taux, à un moment donné, tu récupères plus. En vrai, tu es complètement Et regarde, malade. tu poses la question à un crossfitter, à n'importe quel crossfitter. Tu lui poses la question, c'est quand la dernière fois que tu as pris 1 ou 2 semaines off, c'est-à-dire sans sport. Et là, ils te regardent tous, ils vont dire « Ah oui, mais ça m'est déjà arrivé ». Et après, tu vas dire « Sans sport ». Et il va te regarder et dire « Ah non, mais moi je suis pas comme ça, je suis un hyperactif, je vais bien bouger, je bouge tout le temps ». Non, c'est au bout d'un moment, si tu veux faire les choses bien, tu as besoin de phases où tu n'as pas... Par exemple, on en vient après les games, on en parlait aussi. Après les games, t'es tellement dans un état de non-functional overreaching, parce que du coup, t'es allé au-delà de tes limites pendant les games, que t'es dégoûté du crossfit. Moi, après les games, j'ai pas envie de faire de crossfit. J'ai pas envie d'aller dans une box. J'ai pas envie de m'entraîner. J'ai pas envie de soulever lourd. J'ai pas envie de me mettre dans le mal. J'ai juste envie de rien faire. D'être au bord d'une plage avec un transat et un cocktail et ne rien faire. Et ben ça, c'est un état de non-functional overreaching, mais qui est dû à une épreuve physique, et c'est un état normal après une compétition. Je sais que les cyclistes, ils l'utilisent beaucoup, cet état, ils l'ont après le Tour de France, ou par exemple le Giro, la Vuelta et compagnie, parce que du coup, ils ont fait 3 semaines à pédaler 200, 300 bornes tous les jours, et voilà, c'est un état normal. Du coup, tu prends un mois off complet, ton corps, il récupère, et pas que ton corps, ta tête. Et c'est dommage de voir tous ces athlètes dans le déni et ne pas se rendre compte que ce ne sont pas l'exception de l'athlète qui peut ne pas récupérer. Ça, c'est... toi, tu les as en nutrition après. Parce que souvent, ils ont aussi la nutrition qui n'est pas au point, parce qu'ils veulent tout le temps être secs, ils veulent tout le temps être... ou en faire trop. Et c'est vrai que toi, tu as les conséquences en pleine tête, quoi. Ouais, je pense que ça, on pourra l'aborder après parce que ça sera intéressant d'expliquer comment on peut ne pas aller dans justement le surentraînement, et la nutrition, ça en fait partie. Mais c'est vrai que déjà de base, en fait, ce qu'il faudrait aborder pour le surentraînement, et cette histoire de toujours, on dit, ouais, le crossfit, c'est pas bon pour la santé, ça met les gens dans l'intensité. Moi, je vois dans le milieu médical, le crossfit, ça a eu un super impact parce que ça aide beaucoup de personnes qui sont dans des maladies chroniques ou métaboliques qui en sortent grâce à ça. Maintenant, le problème, c'est que c'est un petit peu... c'est les programmations de CrossFit, elles commencent à être complètement déformées. Et on ne suit plus du tout la méthodologie et ses avantages. Et c'est là où on devient un petit peu... où ça perturbe le tout. Le but, c'est de s'entraîner intelligemment. Comme tu disais, Will, c'est l'intensité tout le temps. C'est ça ce qui est néfaste. Et en CrossFit, c'est on le n'a gros jamais problème. dit qu'il fallait faire ça.
Je suis désolé, Mime, je te coupe, mais c'est simplement le gros problème, c'est que les gens ne lisent pas forcément des fois les instructions parce qu'il y a plein de programmateurs, pas que moi, qui tu précises des choses. Des fois, tu mets ce workout, il a réalisé intensité modérée, ne regarde pas le chrono, juste bouge calmement, prends le temps. C'est limite comme un zone 2 ou zone 3 ou grand maximum sur la fin que tu vas enchaîner. Et les gens ne lisent pas ces instructions et font tout en mode on est des crossfitters, nous quand on fait un WOD, on est des braves, on est des chevaliers, on le démonte. Bah non, en fait, alors si tu fais une classe et WOD du jour, mais normalement tu vas à l'intensité parce que tu t'entraînes moins. Mais moi je parle pour les compétiteurs. Il faut avoir ces intensités modérées et faibles. Tu peux pas, on n'est pas des surhommes. Il y a personne. J'ai jamais rencontré Captain America. Et Matt Fraser, pareil, qui était pour moi un des mecs avec les plus grosses qualités physiques pour le sport. Bah il avait ses jours de repos et du coup c'est pas parce que on n'est pas l'exception. Personne n'est l'exception. C'est ça que je veux faire comprendre. Donc désolé de t'avoir coupé, Mims. Et on a dit plein de trucs super intéressants là. On a abordé un peu le diagnostic, on a abordé le fait d'arriver dans cette phase de surentraînement qui peut être super malsaine, on le voit, et qui est très facile. C'est facile d'y arriver parce qu'en tant que crossfitter, on essaye toujours d'aller un peu plus loin. Enfin, ça fait partie de notre ADN en vrai dans notre discipline. L'idée, c'est de progresser. Et donc pour progresser, il faut s'entraîner, il faut avoir une adaptation, un stress. Et donc, naturellement, si voilà, on ne fait pas un peu attention, on y arrive. Et moi, je voulais poser la question à Tip, parce que je sais, Tip, tu t'es occupé de plein de types d'athlètes, des athlètes pros, des athlètes amateurs. Est-ce que tu as vu une corrélation entre les gens que tu traitais beaucoup, pré-blessure ou pré-surentraînement et post-surentraînement et avec leur volume d'entraînement? Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose? Parce que c'est quand même on voit que c'est très, très difficile de savoir quand est-ce qu'on est en surentraînement. Oui, on a une vraie corrélation. Principalement, la plupart des gens qui venaient au cabinet, qu'ils soient amateurs ou qu'ils soient professionnels, donc pour moi c'était du handball, c'était du triathlon, c'était du volleyball, donc c'était un peu dans des sports mélangés. Mais les mecs qui venaient au cabinet et qui venaient avec des phénomènes inflammatoires un petit peu marqués et répétés, ils étaient souvent dans cette phase-là. Et donc, par exemple, il y a Olivier Morelli qui avait mis en place un protocole pour savoir chez les volleyeurs et chez les handballeurs le nombre de sauts qu'ils répétaient par mois. Donc en fait, ils avaient un capteur sur eux à chaque fois qu'ils s'entraînaient et à chaque saut qu'ils faisaient, ça comptait 1. Et ils avaient fait des statistiques pour savoir le nombre de sauts par mois, y compris avec les matchs et tous les entraînements, pour jamais dépasser un surentraînement. Voilà, donc eux, ils ont des manières poussées parce qu'ils savent très bien qu'un joueur qui joue toute l'année, eh bien, c'est top. Un joueur qui s'arrête et qui est blessé et qui ne joue pas pendant 3 mois, c'est une perte financière pour le club, mais c'est aussi une perte de niveau si ce joueur ne joue pas. Il faut le remplacer. Donc au cabinet, oui, on avait tous ces gens-là qui venaient. Et malheureusement, ce qui est dur, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très délicat de se diagnostiquer soi-même et de savoir quand est-ce qu'on rentre là-dedans. En sachant qu'en général, on arrive la première fois au cabinet quand on est déjà à la limite, mais on peut encore franchir cette limite, aller encore plus loin. Et là, en général, ça casse pour de bon. Et on se retrouve au cabinet pendant des mois ou sur la table d'opération. Donc, ce qui était intéressant de voir, c'était qu'avec les athlètes de CrossFit professionnels, pour ceux que je côtoie, c'est de voir la relation qu'il y a entre la capacité de s'écouter et d'avoir un plan et leur capacité à performer pour les grandes échéances. On prend souvent ici dans ce podcast Fraser parce que c'est un peu la légende, mais on va prendre Justin Medeiros qui est son élève. Justin Medeiros, quand il est venu pour la première fois voir Fraser, et dans les conseils qu'il lui a demandé, il lui a pas demandé comment on fait du CrossFit, comment on aborde tel workout. Ça, il sait assez bien le faire. Ce qu'il lui a demandé, c'est comment tu as construit ta carrière. C'était ça la question la plus importante. Et c'est ça que je sais Will discute avec Fraser souvent de ces points-là, c'est comment tu construis ta saison. Et Fraser était très malin pour ça. La première chose, c'est qu'il avait compris que physiologiquement, il avait le droit à un grand pic de forme par an et 2 petits pics de forme. Donc ça marche pour tout le monde. Hein. Dans tous les sports, vous avez le droit à 1 giga pic de forme que vous gardez en général pour la plus grande compétition de l'année et 2 petits pics de forme que vous gardez en général, si on parle de CrossFit, pour la demi-finale et si vous devez en avoir un autre pour Rogue, si c'est le cas. Donc en fait, pour la petite anecdote, ce que Tim il est en train de dire, parce que c'est exactement le sujet dont il parle. Moi, j'avais demandé à Fraser il y a de ça des années quand je l'avais rencontré à un event avec Nike, et la première chose que je lui avais dit, qu'il m'avait dit, c'était ok, si tu veux être en forme, fais pas beaucoup de compétitions. Première chose qu'il m'avait dit, il m'a dit fais pas plein de compétitions, choisis-en 1 ou 2 dans l'année. Et tu t'entraînes fort. Plus tu fais de compétition, moins tu peux te progresser, moins tu peux t'entraîner de façon optimale et moins tu peux programmer un pic de forme. Et avec cette espèce de palier, on vient à chaque fois atteindre un nouveau niveau. Et du coup, c'est exactement ce que dit Thibaut, pour rebondir à ce que tu disais.
Mais de toute façon, c'est comme ça que tu prévois une programmation, que ce soit en triathlon, en crossfit ou autre. Tu prends ta saison dans une globalité et tu regardes, voilà, donc ça c'est sur mon année. Et je veux performer à cette date-là. Et ensuite, tu établis un plan. Et ça sert à ça de suivre une programmation. Si vous suivez WIS Training, en fonction de votre niveau, vous allez pouvoir être capable de dire, bah, moi, mon pic, il doit être au quart de finale, mon pic, il doit être aux Games, peu importe votre niveau, et on adapte en fait votre programmation à ça. Et donc, ça veut dire aussi que pour quelqu'un comme Fraser, qui savait qu'en finissant les Games, quand il avait gagné les Games, il finissait, il disait, ok, mon prochain objectif de l'année, c'est de gagner les Games l'année prochaine. Du coup, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être prêt et ne pas passer en surentraînement dans mon année et avoir mon pic de forme à la fin de l'année? Eh ben, c'est simple. Il s'est posé la question en disant, j'ai besoin que mon corps il relâche le plus possible. J'ai besoin d'arriver le plus frais possible, et mentalement et physiquement. Et donc, il prenait jusqu'à 3 mois, ça paraît fou, hein, mais 3 mois sans toucher un ergo, rien. J'ai une anecdote là-dessus parce que c'est exactement ce que tu dis. Et je sais pas si tu te rappelles, Thibaut, on était au restaurant. Vous aviez fait un shooting avec Fraser à Paris. On était au restaurant, c'était les Open. C'était la première année où les Open ils étaient remis en début octobre. Et mi-octobre. Ouais, et du coup, il était à Paris. Et du coup, moi j'étais là, on mangeait au resto ou quoi. Et il parlait du dernier WOD d'Open qu'il venait de faire. Et du coup, il nous disait, ouais, en plus, je suis content, les Open, c'est bien passé. J'ai repris pour 1 semaine et demie ou 2 semaines avant les Open. Et du coup, on s'était regardé, attends, depuis les Games, t'avais rien fait là, ça fait 1 mois et demi que t'avais rien fait depuis les Games. Il disait non, il a rien fait. Et du coup, c'était fin octobre ça. Donc ça fait septembre, octobre. Et il racontait, il disait ouais, j'avais prévu de prendre 1 mois off. Et après 1 mois off, j'étais à la boxe et je m'étais rendu compte que j'avais pas du tout envie de m'entraîner ni le corps qui était prêt. Du coup, j'étais retourné et même Samy, elle disait ouais, il était toute la journée sur le canapé, il faisait rien. Et du coup, il a même dit le dernier WOD, c'était un WOD avec les ring muscle up, celui qu'on avait fait avec Street, et il avait dit ah ouais, putain, ce WOD là c'était chiant, c'était la première fois que je refaisais des rings, la dernière fois que j'avais fait des rings c'était aux Games. Et du coup, on avait rigolé parce qu'on s'était dit non mais les gens ils se rendent pas compte que là, ce mec là, c'est le meilleur au monde et il avait pris plus d'1 mois et demi sans rien faire, c'est-à-dire mais aucun sport. Rien. C'est son seul sport, c'était de se lever du canapé. Et du coup, on avait rigolé. C'est là que tu te rends compte à quel point le mec, il est capable de se mettre dans le rouge. Mais c'est aussi parce que du coup, il récupère de fou. Du coup, il a des phases de pic, exactement comme tu disais. Il a fait son surentraînement de saison et du coup, il fait son mois off comme tout le monde devrait le faire en vrai. Et plus tu as des variations dans l'année où tu es au top et au plus bas, et plus ton top il sera haut. Et ça, c'est prouvé scientifiquement dans le triathlon, dans le cyclisme, dans l'athlé. Et il faut ça que c'est important d'avoir une vraie off-season où tu ne fais rien, où tu laisses ton corps se reposer. Et du coup, voilà, c'était juste pour la petite anecdote par rapport à ce que Thibaut faisait, parce que je trouvais ça tellement marrant quand on s'était regardé tous les deux en mode il est sérieux là? Genre en mode, c'est la première fois que t'as fait des rings. Le pire, c'est que on sait maintenant avec l'expérience que Fraser, il disait pas ça pour déconner ou pour se foutre de Will. C'était vrai. Et en fait, c'est ça. En 2019. C'était en 2019, je crois. 2019. Ouais, c'est ça. C'était en fin d'année 2019. Et en fait, c'est ça que Justin Medeiros a mis en place. Donc, sur ça, il lui fait confiance. C'est pour ça qu'il accepte d'être gras, physiquement gras, jusqu'au quart de finale, presque jusqu'au demi-finale. Parce qu'il sait que son pic, il va l'avoir pour les Games. Il n'y a que ça qui compte dans sa vie. Il sait très bien qu'il doit baser son entraînement sur un gros off-season avec beaucoup de force, beaucoup de skill, etc. Et qu'ensuite, il va mettre de l'intensité et beaucoup de volume d'entraînement. Mais jusqu'à il y a très peu de temps, Justin, il s'entraînait, mais je veux dire, je pense que personnellement, je connais des mecs dans ma box qui s'entraînent 2 fois plus que Justin pour avoir les résultats environ 10 fois inférieurs. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un plan et il faut respecter un plan. Et ces mecs-là, comme Justin, comme Fraser, comme Will, c'est leur métier. C'est-à-dire qu'ils se connaissent par cœur, ils ont une capacité athlétique qui est hors norme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits comme nous, je suis désolé. Et en plus de ça, ils mettent tous les ingrédients possibles pour récupérer. Donc c'est impossible que, quand on est un athlète, peu importe le sport, peu importe le niveau, on ne mette pas tous les ingrédients en fonction de ses capacités athlétiques et de son volume d'entraînement. Et c'est quelque chose qu'on disait ça avec Mims, en fait c'est ce que applique Fraser, c'est ce qu'on appliquait même quand moi j'étais plus jeune à l'athlé au Krebs à Nancy. Notre coach il nous disait après la saison des compétitions, t'as 1 mois où tu ne fais pas de sport. Il nous disait, mais vraiment ça, hein, c'est-à-dire il nous disait 1 mois où tu ne fais pas de sport, tu laisses tes articulations, tes tendons récupérer, voilà. Et je sais que Mims c'est pareil parce que elle faisait ça aussi mais du côté nord obscur de la Lorraine. Mais voilà, c'est des choses importantes et je pense qu'au CrossFit on a beaucoup de choses à apprendre.
Et alors que là, Juan, il va arriver, il va dire ouais, mais Greg Glassman, il l'avait déjà dit dans le level 1 et dans plein d'autres choses, et il a raison. Mais c'est juste que je trouve on s'en éloigne un peu, et c'est important de le rappeler parce que voilà, on n'est pas des surhumains, personne n'est Captain America, et donc voilà. Et je pense qu'avant que Julian il nous parle de ça, en vrai, ce que j'aimerais dire, et ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, en vrai, ça c'est mon coup de gueule, c'est que j'ai l'impression que la programmation... Attends, tu veux un jingle? Ouais, On peut vas-y. faire genre un truc. Tadam, c'est le coup de gueule de Mims. Et c'est la programmation, elle est déformée. C'est un peu comme en fait un téléphone arabe. On a l'impression qu'il y en a un qui s'approprie une programmation, qui la déforme, qui vient en ajouter et qui vient rajouter son truc, qui fait qu'à un moment donné, ça ressemble plus du tout à du CrossFit. Récemment, j'ai coaché des séances pour des gens, des WOD, hein, ça s'appelle, où on mélange par exemple une partie où il y a de la force et après un Metcon qui ressemble toujours à la même chose. Et je comprends pas en fait pourquoi quelqu'un de normal doit faire de la force et puis après un Metcon. Et on a l'impression que et puis ces gens se disent spécialistes en CrossFit alors qu'ils n'ont même pas encore un level 3 par exemple pour pouvoir vraiment se dire bah, ça c'est vraiment ça respecte la méthodologie. Et en fait, on est en train d'acheter du CrossFit à des personnes qui en vrai n'ont aucune Mais les gens sont pas expérience. curieux, Mims. Les gens sont pas curieux, tu vois. Genre, ils vont pas chercher un peu des fois les informations, se demander le pourquoi du comment. Et ça, le truc des fois, je me dis, mais en fait, on détient pas. Tu vois, genre, je te rejoins. Allez, je la rejoins dans son cul de gueule. Et simplement, moi, ce qui me saoule, c'est que les gens, ils pensent qu'au CrossFit, ils savent tout mieux que tout le monde et qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher les informations auprès de peut-être de triathlètes, de cyclistes, de peut-être personnel du sport de force. Et ces mecs-là, ils ont plein d'infos, et encore Ouais. plus que nous. Et, Donc, au bout d'un moment- et sur crossfit.com, hein, juste, hein, Ouais, ils vont même ouais, pas là-dessus. mais Quoi. Mais c'est clair, Juan, il le dira bien mieux que moi. Et c'est genre, en fait, là, on parle pas de choses qu'on invente ou qu'on dit, bah, ça existait pas dans le CrossFit, on va aller chercher dans d'autres sports. Greg Glassman, il en parlait dès le début. Et le truc, c'est qu'on s'est éloigné de ça et qu'on y revient. Et ça, c'est ça qui est dommage parce que, voilà, au bout d'un moment, tu ne peux pas penser qu'au CrossFit, on sait mieux que tout que dans les autres sports. C'est pas vrai. Ouais. Et ça, c'est la chose qui m'énerve un peu. Et je sais pas si Julian, j'ai Vas-y, l'impression que vas-y, tu es prêt à vas-y, bondir. starting Vas-y, block. Jules. Allez, vas-y. Non, vous avez à peu près tout dit, hein. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui basent leur programmation et leur manière de s'entraîner sur leur vision du CrossFit, qui n'est pas la vision originelle, mais qui est une vision à base de snatch, de thruster et de burpee, chose qui n'a jamais été l'objectif du CrossFit. L'objectif de CrossFit n'est pas de vous rendre bon en thruster, burpee et snatch. L'objectif de la méthodologie est de vous rendre meilleur dans votre vie de tous les jours, dans votre sport ou dans votre métier. Et donc, il faut revenir à la source. On ne vous prépare pas pour être bon en compétition. D'accord? Ça, c'est quelques personnes dans le monde qui peuvent faire ça parce que voilà, c'est comme la Coupe du Monde de rugby, c'est comme la Coupe du Monde de foot. Leur objectif, c'est gagner et dominer la condition physique mondiale. Et on le dit ça au level 1. La différence entre Rich Froning et ma grand-mère, c'est que Rich Froning ou Fraser ou Will, ils veulent dominer la condition physique, Il n'y a alors pas que tant de ma grand-mère, différence. ouais, Pas tant de différence. c'est vrai, c'est vrai. Ma grand-mère, elle veut juste, elle veut juste être fit et être capable de monter les escaliers et de soulever ses sacs de course, quoi. C'est exactement la même chose. Et pourtant, les mouvements sont les mêmes. C'est simplement que le degré de condition physique, il est 10 fois supérieur chez Fraser, alors que chez ma grand-mère, c'est juste la fonctionnalité. Et tu le disais, oui, Glassman, il en parlait depuis très longtemps, mais il parlait aussi d'une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que CrossFit, c'est une méthodologie qu'ils ont toujours appelée open source. C'est-à-dire que tout le monde peut l'apprendre et l'appliquer, la transformer, rajouter des choses. Si ça marche pas, on le dégage. Si ça marche, on le garde. Et le CrossFit Journal, crossfit.com, le journal, c'est la plus grande source d'informations sur la santé qui existe. C'est un endroit où on pouvait soumettre ces articles et on peut toujours le faire. Et c'est pas que des gens de CrossFit qui écrivent les articles, c'est des gens de partout dans le monde, de toutes les expériences, etc. Et donc si vous allez sur ce site, il n'y a pas que des gens de CrossFit qui écrivent, il y a plein de gens. Et puis vous pouvez commenter en dessous et donner vos avis, que ça soit positif ou négatif, que vous soyez pour ou contre. Et moi, je voulais juste montrer un petit peu deux, trois trucs, des éléments qui sont tirés du guide du Level 1 qui a été écrit entre 2001 et 2003, donc ça commence un peu à dater. Ok, vous étiez peut-être pas né quand il a écrit ça. C'est en noir et blanc. Hein. C'est en noir et blanc.
Je vais le montrer, mais on peut le lire. Ça, c'est juste quelques extraits. Les entraînements doivent être extrêmement variés ou aléatoires pour imiter au mieux les défis souvent imprévisibles que le combat, le sport, la survie requièrent et valorisent. Comme nous l'avons souvent dit, votre entraînement doit être tout le contraire de la routine. Ainsi, ce modèle permet de varier à l'infini les modes d'entraînement, les exercices, les filières métaboliques, les périodes de repos, l'intensité, ainsi que le nombre de séries de répétitions. Et tu parlais de variance, Will, mais ici, c'est complètement précisé qu'il faut varier ses périodes de repos, son intensité, le type d'exercice, le cyclage des exercices. On ne va pas faire du GHD tous les jours, par exemple. Le GHD, peut-être que c'est une fois par mois. Le truc, c'est que les gens, l'intensité, ils la varient en se disant le WOD d'avant, j'étais à haute intensité parce que j'ai vomi. Et là, le WOD d'aujourd'hui, j'ai pas vomi. Du coup, j'étais à une intensité modérée. Moi, c'est ça le truc des fois qui m'embête. Alors, j'extrapole à mort, hein, j'exagère, bien sûr. Mais c'est juste pour que ça vous marque, vous qui écoutez. Mais c'est en fait l'intensité modérée, des fois. Eh ben, si c'est un zone 2, tu prends ton moniteur cardiaque, ou si t'en as pas, il faut que tu sois capable de parler calmement, sans être vraiment, vraiment essoufflé. Et tu dois respecter l'intensité modérée. S'il y a un heavy day qui est programmé, comme on voit des fois dans crossfit.com, c'est parce qu'il y a un heavy day, se dire c'est cool, heavy day aujourd'hui, c'est bon, je vais faire le heavy day, je vais monter sur un max et en plus après j'aurai le temps de me rajouter un engine de 45 minutes. Non, c'est au bout d'un moment, des fois vous devez avoir des jours où il n'y a pas d'intensité, des jours où vous ne faites rien. Et comme tu disais, Julian, voilà, Glassman, il l'a noté parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui s'informait dans beaucoup d'autres sports et qui était curieux, qui s'informait, qui allait chercher les informations. Et c'est dommage de voir ça parce moi je parle beaucoup pour les gens qui veulent faire de la compétition ou s'entraîner au travers de la programmation WIS. Et ça, des fois, il faut respecter, pas aller dans de la haute intensité tous les jours, avoir des semaines de deload, avoir des semaines où on ne fait rien, des fois accepter de son corps, il a besoin de souffler, et c'est dommage. Et comme tu le vois, voilà, quand tu montres que de 2001 à 2003, c'était noté dans le guide, et maintenant on s'en est éloigné quand on voit certaines choses, c'est dommage. C'est dommage, et c'est bien que tu le rappelles, et c'est bien que tu remontes que voilà, c'était ça là depuis le début, quoi. Ouais, ce guide, il fait 250 pages, hein. Je vous invite réellement à le lire. Mais voilà, enfin, quelques éléments. Le modèle comporte globalement 3 jours d'entraînement et 1 jour de repos. Nous avons remarqué qu'il permettait un volume relativement plus élevé de travail à haute intensité par rapport aux autres modèles. Encore une fois, pesez le mot relatif. En suivant ce format, les athlètes peuvent s'entraîner à leur plus haute intensité possible ou presque pendant 3 jours consécutifs. Au 4e jour, la fonction neuromusculaire et l'anatomie sont impactées à un tel point que la poursuite de l'entraînement serait bien moins efficace et impossible sans baisser l'intensité. Donc il y a une notion de varier l'intensité, il y a une notion de jour de repos j'aimerais bien savoir qui de nos auditeurs, et même moi par exemple, prend vraiment un jour de repos tous les 3 jours en suivant la méthodologie CrossFit. Et en plus de ça, si on regarde un petit peu plus haut, vous avez une proposition d'entraînement. Et ici, on va aller assez rapidement. Donc, vous avez les 3 jours d'entraînement. Par exemple, là, c'est 1, 2, 3. Ensuite, le 4e jour repos, 5, 6, 7. 8e jour repos. Vous voyez que vous avez des jours où il n'y a qu'une lettre. Ici, ça veut dire que ce sont des journées à une seule modalité. En CrossFit, on parle de, par exemple, un jour, c'est un heavy day. Un jour après, c'est un jour cardio avec longue distance. Et un jour, c'est un travail sur de la gym, par exemple. Et je vais vous mettre un exemple juste là. Mais par exemple, ici, je vous donne un exemple de programmation. Vous voyez que là, jour 1, c'est course sur 10 km. C'est spécifiquement, si vous lisez le guide, on parle de longue distance à une vitesse basse. On ne parle pas ici d'aller chercher votre PR sur 10 km à fond la caisse en 43 minutes. Okay ? Ensuite, ici, on a un entraînement sur le handstand en 45 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire 300 mètres for time de handstand. Ça veut dire qu'on fait un travail technique en allant chercher à mieux marcher sur les mains. Et l'intensité, ça passe aussi par ce travail technique. Et ensuite, on a un travail sur de la force, et c'est que de la force. Et on voit qu'il y a ce cyclage entre les jours où l'intensité baisse un petit peu, l'intensité remonte un petit peu avec des gros couplets, des gros triplets type CrossFit, mais on voit qu'il y a cette notion de repos et qu'il y a cette notion de travail technique et de basse intensité à certains moments. Donc moi, je vous invite réellement à lire le guide du Level 1 qui est traduit dans toutes les langues. Si vous êtes dans la méthodologie CrossFit et que vous tenez vraiment à comprendre ce que c'est, lisez ce guide. Ça fait des plombs qu'il a écrit, il a été remis à jour des centaines de fois. Et plus vous allez lire, plus vous allez comprendre des trucs. Et je vous invite aussi à explorer le site crossfit.com parce qu'il y a plein d'articles sur le surentraînement. Je prends celui-ci qui est écrit par le Dr Lon Kilgore, qui est quand même un spécialiste de l'anatomie, de la biomécanique, etc. Cet article qui s'appelle Adaptation pour la condition physique, c'est pas le seul. Allez le voir, il vous explique tout sur le surentraînement, plein de choses que vous entendrez ici, et vous regardez la date à laquelle il a été écrit, en janvier 2010. C'est pas la première fois qu'on en parle sur crossfit.com. Voilà, donc je voulais juste
partager un petit peu ça. Et juste, Jules, je voudrais rebondir sur ce que tu as montré là avant, sur la planification de CrossFit que Glassman il a élaboré il y a de ça maintenant 20 ans. Putain, ça met un coup. Et simplement, voilà, c'est pas parce que vous faites de la compétition que du coup, en fait, ce principe, il est extrapolé pour la compétition, c'est-à-dire qu'on l'améliore un petit peu, il y a un peu plus de choses, mais il doit quand même être respecté dans le fond. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous ne devez pas avoir forcément, quand vous avez un jour de technique en haltéro, je prends un exemple parce que c'est l'exemple qui me vient en tête. Il y a un jour de technique, c'est pas lourd, c'est des pourcentages très faibles, et ben, vous ne devez pas aller sur un max. Il y a des fois des jours, il faut accepter que vous ayez que, par exemple, un mouvement où c'est du skills, où vous allez travailler un skills. Après, vous avez peut-être un travail de skills sur la gymnastique et avant peut-être un travail de force. Je sais pas comment est agencée votre programmation, mais vous devez respecter ça. Vous devez pas vous rajouter, vous dire ah bah parfait, aujourd'hui il y a que ça, je vais pouvoir rattraper le bloc que j'ai pas fait il y a 3 jours. Non, parce qu'au bout d'un moment, vous ne faites plus rien à 100%, vous ne faites plus rien de cohérent, et c'est dommage. Et ça, c'est des choses, et pour voilà la petite anecdote, je sais qu'il y en a pas mal qui respectent ça. Je sais que si je prends en exemple Caroline Lambray, la coach de Jeffrey Adler, elle respecte ça à la lettre, et c'est vraiment sa façon de programmer. Même, c'est de mon point de vue, du coup, ça peut être très efficace suivant les athlètes. On ne sait jamais comment les athlètes répondent à ça, mais je sais qu'elle respecte exactement ça. Et il y a pas mal de coachs qui respectent ces principes, et c'est dommage qu'on les oublie des fois. Et du coup, je trouve ça très cool que tu les aies remontés, et j'espère qu'il y en a qui regarderont ça sur YouTube pour faire des screens ou aller rechercher l'info. Ouais, c'est certain. Et ouais. C'est encore une fois, c'est la manière dont on interprète la méthodologie, la manière dont on prend ce que les autres font et on dit que c'est ça le CrossFit. Voilà, moi je vous invite à être assez critique de ce que vous faites. Soyez critique de la manière dont vous vous entraînez. Essayez de toujours remettre en question ce que vous faites. Ce qu'on fait n'est pas forcément bon, même si aujourd'hui on se sent bien, c'est pas forcément bon. Il faut toujours chercher à avoir ce mindset de croissance et à essayer de revoir est-ce que je peux mieux faire. Et aussi, quand on écoute tout ce qu'on a dit, on comprend que du coup, diagnostiquer le surentraînement, on va parler de diagnostic après, mais diagnostiquer le surentraînement, c'est très compliqué. Encore une fois, il faut trouver, c'est vachement dur parce qu'on a Will, l'athlète qui va viser à avoir ce pic pendant les games et au quart de finale qui commence demain, bon courage, et aux demi-finales. Et on a l'athlète un peu plus qui est un peu le stade en dessous, qui ne peut pas se qualifier encore aux Games, qui lui doit aussi trouver ces moments où il veut faire ce fameux pic et cette surcompensation et tenter d'y arriver, parce que déjà, c'est pas donné à tout le monde de réussir à avoir la surcompensation. Et ensuite, on a l'athlète amateur dans les box de CrossFit, lambda, un peu comme 3 personnes sur ce podcast sur les 4, où nous, on veut simplement se sentir à peu près bien toute notre vie. Et donc, nous, on n'a pas vraiment de pic de performance, quoi. Ce qu'on veut, c'est maintenir une capacité fonctionnelle pendant le temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans l'overreaching? Franchement, j'en doute. Mais voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est des curseurs, et on va parler de cette théorie des curseurs avec Tib après, et des moyens de visualiser notre entraînement pour que si à un moment donné, on s'entraîne un peu plus parce qu'on avait envie de faire un marathon, ou on tombe avec Willy dans sa box, il nous fait faire 6 watts de suite. Alors, mais non, mais parce que je tiens à dire, il y a pas mal, pas que vous faites souvent la blague de 5-6 WOD, mais genre jamais dans ma journée je fais 5 ou 6 WOD. Je sais que là, Julien, c'est une blague, mais je fais souvent, je fais beaucoup moins de WOD que la plupart des athlètes, comme dirait Thibaut, dans sa box. Vous vous rendez pas compte, en fait, je ne peux pas mettre de l'intensité sur autant de WOD au bout d'un moment, tu dois être intelligent. La haute intensité, elle est que sur un WOD. Des fois, on a un WOD dans la journée sur lequel il y a un focus qui va être le WOD à très haute intensité. Le reste, ça peut être un WOD sous forme de skills. Quand on met un note for time en haut, et qu'après on précise c'est only for quality, voilà, tu sais que il y a 5 tours avec une minute de reste entre les tours, mais c'est un WOD pour la qualité, tu ne prends pas en compte le temps, tu ne vas pas te mettre dans l'authenticité, et ça les gens, voilà, c'est pas parce que tu vas aller au games la réponse n'est pas tout le temps le plus, la réponse n'est pas tout le temps le volume, et de ce que tu disais avant, Julian, il y a plein de facteurs aussi qui rentrent en compte, et ça on en parlera après je pense aussi, c'est la nutrition, le sommeil et tous les paramètres extérieurs, et ça peut venir énormément influer sur des fois on s'entraîne pas forcément, notre entraînement va pas causer un surentraînement, mais ces paramètres extérieurs mal gérés peuvent causer un surentraînement. Et ça, en vrai, c'est pas le volume, c'est surtout le trop d'intensité. Le volume, il s'encaisse en soi. Quoi qu'il arrive, les personnes, elles sont assez résilientes et puis elles peuvent. Le muscle, il est fait pour faire du volume. Mais par contre, c'est l'intensité que c'est pas possible de gérer tout le temps, je pense. Ouais.
Carrément. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Mims, toi qui as été quand même coach au sein de CrossFit Louvre et a coaché des dizaines, de séances, même toi, Will, qui évolue au sein d'une box, et même toi, Tib, tu t'entraînes au sein d'une box très Moi, régulièrement. je tiens à préciser que je ne coache pas, mais Non, je tu laisse mes évolues, capacités. tu évolues. Ouais, Tu non, mais évolues au est-ce sein que d'une box. moi, mon gros plaisir, c'est la programmation. C'est quelque chose qui me plaît et que j'adore et que je m'épanouis dedans. Et on reviendra peut-être sur la programmation après, mais qu'est-ce que tu vois, Mims, au sein des box? C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui essaient tout le temps de faire plus. Encore une Ouais. fois, est-ce qu'ils ont défini le bon objectif? En fait, je pense que le fait de rentrer dans l'intensité, ça provoque, déjà, ça donne des résultats. Donc, quoi qu'il arrive, l'intensité, c'est des résultats. Donc, les gens, ils commencent à être un peu addicts à ce type de résultats. Après, il y a aussi le phénomène hormonal que ça crée. Et donc, les gens commencent à être un peu addicts à ça. Et c'est assez drôle parce que les personnes qui sont très addictes dans le passé à d'autres choses, l'alcool ou par exemple, je sais pas moi, d'autres choses, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, mais c'est souvent des personnes qui se retrouvent et qui transfèrent cette addiction au CrossFit. De manière générale, on se rend compte que ils viennent et ils en demandent toujours plus, ou ils commencent à faire deux vaudes, ou ils commencent à faire des choses à côté. Alors qu'en vrai, on se rend compte que si la programmation elle est faite d'une sorte, c'est pour le bien de ces personnes. Et c'est pas pour qu'elles en fassent plus, c'est justement bien pensé pour ça. Et donc, ils commencent à biaiser petit à petit cette programmation. Et en tant que box, on commence à biaiser nous-mêmes la programmation. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, bon là je peux pas dire aux gens que je vais fermer ma box le 4e jour par exemple, donc je vais rajouter un WOD intense, mais en fait tu dis aux personnes qui ont fait les 3 jours avant, dégage quoi, sors d'ici, on aimerait bien faire ça, mais en tant qu'honneur on peut pas. Et donc on se retrouve avec des personnes qui s'entraînent 6 fois, 7 fois dans la semaine, alors que c'est pas fait pour ça en fait, ils devraient respecter le cycle. Et donc on commence à avoir un biais de la personne, un biais de la programmation et du programmateur. Et donc, on se retrouve à avoir des personnes, moi je le vois, qui progressent plus, en fait, qui sont dans cette phase, dans ces phases où ils ne se reconnaissent pas, parce qu'ils n'ont pas forcément cette intuition ou cette expérience du passé. Comme on disait, hein, le surentraînement, il se diagnostique qu'a fortiori. Donc, au bout du compte, ils sont dans des phénomènes de surentraînement ou de non-functional overreaching, la plupart, en fait. Et en fait, ils disent la programmation elle est chiante, en vrai, je m'ennuie, je progresse plus, ouais, je dors pas bien, j'ai plus de vie avec mes potes. Mais en fait, c'est juste parce que vous en faites trop, quoi. La programmation, quand tu te fais chier, c'est juste parce que ça reste du CrossFit, hein. Tu fais toujours la même chose, en fait, hein. Que ce soit une prog de un tel, une prog de un tel, une prog de un tel, si elle est à un moment donné, si elle est bien faite, eh ben, ça reste quelque chose de toujours intéressant. Mais si à un moment donné, tu t'ennuies, eh ben, c'est qu'il y a un problème en fait qui vient pas de la programmation, mais c'est plutôt de toi en fait. Et c'est ça qu'il faut repérer. Donc c'est ça que je vois dans les box. Donc Et voilà. là, tu commences à parler de diagnostic et c'est cool. Et comment est-ce qu'un athlète qui pratique le CrossFit, qu'il soit amateur ou pro, parce que je suppose que c'est un peu la même chose, même si, attention, augmenter le volume d'intensité est beaucoup plus efficace chez les très bons athlètes qui se connaissent que chez l'athlète lambda, quoi. Ça, on a compris. Ouais. Comment est-ce qu'un athlète, et on va voir plusieurs méthodes pour le faire, comment est-ce que je peux diagnostiquer que je suis en train de rentrer en surentraînement? Je sais pas si tu voulais ajouter un truc sur la prog, Will, parce que ça c'est aussi un truc, peut-être un biais qui pourrait s'apparenter avec les box. Et toi peut-être les demandes que tu as aussi dans ta prog, quand tu la fabriques et que tu la penses, est-ce que du coup tu la biaises? Moi je voulais juste savoir ça avant de passer sur le diagnostic. Moi, j'essaye, tu sais très bien, ma grosse frustration quand je programme, c'est que les gens ne lisent pas les instructions des workouts ou les instructions de la journée d'entraînement. Et alors, pas tout le monde, bien sûr, là, mais le gros problème, c'est que ces instructions, elles sont super importantes parce qu'elles vont conditionner ce qu'on disait. On essaye de gérer le volume et l'intensité. Et comme Julian l'a bien précisé, le volume, et cette augmentation de l'intensité, il faut faire très attention parce qu'on n'est pas tous capables de la gérer au même niveau. Et on a tous des capacités physiques ou même un background au niveau des sports qu'on a fait. Et comme on l'a dit, après, il y a le levier de l'intensité et du volume, il peut s'activer à partir d'un certain âge.
on va dire sans avoir trop de risques, comme on l'a dit, sur après de tomber dans un surentraînement lourd. Et il faut faire très attention. Et ça, moi, j'essaye vraiment d'y faire attention quand je programme. C'est même la chose la plus dure. Avoir des workouts, créer des triplés, des couplets, des workouts qui vont te permettre, ou même pas forcément des workouts, des entraînements qui vont te permettre de devenir plus performant sur les workouts et plus fit. Et ben, c'est entre guillemets la partie facile. Mais la partie dure, c'est de gérer ce volume, y compris pour l'haltéro, parce qu'il y a un certain tonnage à respecter. Moi, j'aime bien calculer les tonnages et que voilà, je me suis inspiré de ce qui se fait en haltéro et j'ai essayé de l'agencer au mieux possible pour le crossfit parce qu'il faut avoir confiance qu'on n'a pas une séance d'haltéro comme les haltérophiles. La séance d'haltérophilie, elle est inclue dans un entraînement de crossfit et il faut faire très attention à ça et varier cette intensité dans l'entraînement et également ce volume. Mais c'est primordial, c'est la chose qui va faire toute la différence. Ou même varier cette intensité, avoir des semaines. Il faut avoir des semaines de deload, il faut avoir des semaines, moi j'aime bien fonctionner en microcycle, où cette intensité, ce volume, il vient augmenter progressivement, et après on relâche. Après, comme ça, on a cet effet, on vient chercher un peu cette surcompensation, même si elle n'est pas toujours atteinte, parce que c'est très compliqué, et on ne contrôle pas les paramètres extérieurs des athlètes. Mais il faut essayer de faire ça. Mais on peut pas, si des fois les athlètes ils ne respectent pas les semaines de deload. Moi je vois trop d'athlètes dans les semaines de deload se mettre des cartouches monumentales ou tester des workouts des games ou des trucs, bref. Ou même des fois le truc qui me sort de la tête, c'est les gens qui sur les jours de rest day ou d'active recovery, on les voit faire rattraper des journées d'entraînement. Alors oui, je veux bien comprendre qu'ils peuvent pas tout le temps faire les entraînements, mais au bout d'un moment, si c'est rattraper un entraînement. Est-ce que la solution c'est rattraper un entraînement que t'as pas fait sur un rest day? Qu'est-ce qui va te faire progresser le plus? Ça, ou peut-être prendre ce rest day et permettre à ton corps de récupérer et capitaliser. Moi, j'aime bien cette notion de capitaliser sur l'entraînement. Parce que on ne peut pas s'entraîner et capitaliser sans la récupération. C'est la somme du travail plus récupération qui égale progression. Et cette capitalisation, elle est possible que si le temps de récupération est suffisant. Et bien souvent, les gens ne le comprennent pas. Des fois, il y en a, ils me disent, j'ai pris une après-midi off. Mais ça veut dire quoi? J'ai pris une après-midi off. Ton corps, il a besoin de récupérer. Et même moi, j'irai plus loin que ça. Je me suis rendu compte avec les années que vraiment le corps, il peut récupérer. Une journée de récupération, franchement, ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux. Ouais, voilà, c'est ça, 2 jours. Franchement, des fois, moi, je sais que quand j'ai du mal, quand j'ai une semaine qui se passe pas bien, que je sens que je frôle cette limite et que je rentre dans le non-functional overreaching, eh ben, je prends samedi, dimanche où je coupe complètement. Et franchement, parce que le samedi, couper complètement le samedi, ça va pas me permettre de récupérer. Couper samedi et dimanche, les 2 jours enchaînés avec une bonne hydratation, alimentation, un bon sommeil. Et souvent, le bon sommeil, il vient quand on commence à baisser ce volume et cette intensité, parce que souvent, on a un sommeil de mauvaise qualité quand on s'entraîne trop, quand on frôle cette limite, c'est ce qu'on disait. Quand vous vous connaissez, il faut apprendre à reconnaître ces petits signaux d'alerte. Et ben voilà, il faut couper. Et je le déplore parce que le premier problème, le premier facteur de non-progression d'un athlète, c'est lui-même. Et souvent, ça part de bonnes intentions. C'est-à-dire que je jette pas la pierre sur les athlètes. Moi aussi, je l'ai fait. On a la bonne intention. On en veut plus. Keep working. Travailler dur. Allez, vas-y, on y va. J'en veux plus que tout le monde. Et c'est aussi poussé par les réseaux. On est là allez, l'entraînement, il commence quand on veut, quand on a envie qu'il s'arrête. Ou je sais pas, il y a plein de phrases de motivation. Des fois, alors oui, elles sont belles sur Instagram, oui, mais des fois, il faut s'entraîner dur, mais intelligemment. C'est pour ça que j'aime bien le préciser avec Wiss, parce que ça va vite avec les bonnes intentions et les gens qui veulent progresser et qui s'imaginent qu'il faut s'entraîner 6-7 heures par jour, de tomber ça et ils sont dégoûtés et après souvent on les revoit plus au CrossFit quoi. Au bout de quelques mois. Donc c'est ce que tu disais Mims tout à l'heure. C'est cool, tu as parlé déjà je crois que le temps de récupération, du coup, c'est un des éléments qu'on peut utiliser comme diagnostic et tu as aussi parlé des différents signaux. Mims, Ouais. je sais que tu avais une liste en tête pour évaluer un petit peu. J'ai une petite liste. En gros, il y a différents. Déjà, en fonction des différentes phases, tu as des signes et signaux. Donc, par exemple, dans la première, donc le functional overreaching, tu as une fatigue qui décroît, mais légèrement. Et tes performances, elles baissent, mais légèrement aussi. Donc, ça, c'est totalement normal. À partir du moment où tu rentres dans quelque chose de non fonctionnel, déjà, ton rythme cardiaque au repos, il va augmenter. Donc ça, c'est déjà une bonne manière de se dire, je suis en surentraînement par exemple, ou je fais quelque chose qui n'est pas forcément bien, c'est que le matin, quand vous vous levez, votre appareil de mesure, si vous en avez un, ou si vous prenez votre pouls, peu importe, il va déjà plus haut. Vous allez être fatigué durant votre entraînement, vos performances vont baisser. Vous allez avoir aussi un problème au niveau de votre coordination. Et aussi, vous allez avoir beaucoup plus soif. Donc ça, c'est déjà des signes sur la première phase de overreaching.
Après, quand vous êtes dans l'overtraining, vous avez donc une fatigue qui est constante, vous avez des performances qui décroît, votre mood est complètement altéré, donc vous êtes soit très nerveux, soit un peu dépressif. Vous êtes émotionnellement pas stable, donc c'est quand vous avez des réactions, par exemple, envers des personnes qui sont vraiment, par exemple, trop exacerbées. Vous mangez moins bien, vous êtes moins motivé. Et donc, si à un moment donné, vous allez affronter un entraînement et vous n'êtes pas chaud, ou quand vous pensez à vos entraînements demain, vous n'avez rien qui vous stimule, ça veut dire que vous êtes déjà dans une phase, vous êtes dans un surentraînement. Vous n'avez pas forcément un bon sommeil. Et donc ça, c'est logique, parce que le surentraînement, il stimule certains neurotransmetteurs, ils vont aussi faire baisser certains niveaux hormonaux qui font qu'à un moment donné, votre nuit se passe mal. Ça parle de la mélatonine, ce genre de choses. Et vous avez votre VO2 qui va être réellement altéré dans l'ensemble de votre quotidien, quoi. Et ça, comme je dis, si vous rentrez dans cette dernière phase, c'est que vraiment vous êtes dans le surentraînement. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour pouvoir y pallier? Ça, c'est une deuxième chose. C'est vous pouvez les reconnaître, ces signes. C'est la première des choses. En vrai, si vous savez, vous reconnaissez dans une de ces situations, déjà, mettez-vous dans Myriam, une case. Je me permets de te couper. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens aussi le fait que quand il y a des degrés aussi dans ces signaux, et quand plus on en a, plus on avance dans ces signaux, et ben plus c'est dur de ressortir de cet état de surentraînement. C'est-à-dire que l'aller, je dis une bêtise, il va te prendre peut-être 3 jours, mais le retour, il va te prendre 2 semaines. Et à chaque fois, c'est exponentiel. Et je voudrais que tu nous parles, si tu peux, même de ce degré qu'il y a dans ces signaux, parce que souvent, les gens, ça leur permet des fois de se rendre compte. Moi, je me rappelle qu'une fois, en 2019, je m'étais rendu compte, c'est que quand tu as ta transpiration qui sort énormément l'ammoniac, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu t'entraînes trop dans la journée, ton muscle, il commence à être détérioré par ton entraînement parce que tu t'entraînes trop, et au bout voilà, et du coup il y a plein de signaux comme ça qu'il faut reconnaître, et il y a des degrés dans ces signaux, et si on est un athlète, c'est intéressant de les connaître parce que ça peut vous permettre peut-être de vous éviter des mois de galère par la suite. Tous les signes que j'ai donnés, en vrai, ils sont classés par ordre de croissance. Quand je disais quand vous êtes dans un non-functional overreaching, ça vous prend quelques semaines à des mois. Donc sachez que si vous rentrez dans le fait que vous augmentez, vous avez un problème dans votre coordination, vous augmentez votre soif, vous avez une décroissance de votre capacité athlétique, votre rythme cardiaque il augmente au repos, sachez déjà que là il faudra plusieurs semaines de récupération en fait. Et ça peut aller à quelques mois. Quand vous rentrez dans le phénomène de surentraînement où vous avez ces phénomènes qui sont plutôt émotionnels, manque d'envie, libido, ce problème-là où votre sommeil il est très altéré, dans ce cas-là, vous êtes rentré dans une phase qui peut durer quelques mois à des années. Surtout si vous rentrez à un moment dans une phase qui est, comme on l'a dit au départ, où votre système central s'arrête, entre guillemets, et vous rentrez dans des années de galère, et il y a des personnes qui sont obligées d'avoir des soins palliatifs, entre guillemets, ou soins hormonaux pour pouvoir faire face à ça, pour pouvoir les sortir de ce surentraînement. Ils n'y arrivent même plus tout seuls. Donc, on donnera pas de nom, mais moi je peux le dire parce que ces personnes, ça se trouve, elles n'ont pas envie qu'on parle d'elles. Mais moi je connais pas mal d'athlètes des games, pas forcément qui ont fait les games, mais qui ont eu, suite à cet état de surentraînement, souvent associé à une mauvaise nutrition, parce que souvent on assimile souvent le fait d'être ultra fit et sec le fait d'être ultra sec au fait d'être ultra fit. Du coup, on veut s'entraîner plus, être de plus en plus sec, et souvent on fait des choses un peu bêtes avec la nutrition, et c'est pas bon. Et il y a plein d'athlètes qui ont eu des problèmes, qui ont fait ensuite des prises de sang, et ils se sont aperçus qu'ils avaient des taux de testostérone proches de zéro, même moins que les femmes. Et ça c'est grave, parce que c'est des états que après ça entraîne des conséquences sur leur vie pour toujours. Et ces athlètes, bien sûr, ils font plus de compétition, ou en tout cas pour ceux que je connais, je sais qu'il y a pas mal d'histoires comme quoi il y en a certains qui ont pour compenser ça, qui au niveau de la testo, ils continuent de s'entraîner, mais ça c'est pas le sujet du podcast. Mais voilà, c'est quand même incroyable. Faut comprendre qu'il y a cet état, il peut créer des choses irréversibles sur le corps. Et est-ce que ça en vaut le coup? C'est ça qu'il faut se poser vraiment la question. Ouais. Et je suis pas vraiment convaincu que ça en vaille la peine. Si pour être concret, je peux dire vite fait les outils de mesure dans le sang, les marqueurs biologiques.
Ouais, on allait parler. Oui, vas-y, c'est le diagnostic, tu peux y Du aller. coup, Ouais. dans le diagnostic, si vous voulez des choses beaucoup plus concrètes à utiliser dans votre quotidien pour savoir si vous êtes réellement dans un surentraînement, donc du coup, a posteriori, déjà, si vous faites des prises de sang, faites-le au moins tous les 6 mois quand vous commencez à vous mettre dans des situations où vous voulez être dans la compétition, par exemple. Dans cela, vous allez regarder déjà votre cycle du cortisol, c'est salivaire, ne le faites pas dans le sang. Vous allez cracher dans un petit bokeh et vous allez savoir à quel moment aussi, différents moments, donc votre réveil, vous allez savoir où est votre cortisol et vous essayez de le faire aussi à 20h pour savoir comment il évolue au cours de la journée, c'est le mieux. Vous regardez aussi votre sulfate de DHEA, qui est entre guillemets le précurseur du cortisol. Si lui il est effondré, vous ne pourrez plus avoir une hormone de stress, donc vous faire vaincre le stress que vous allez vivre au quotidien et l'entraînement. Votre testo, faites votre testo libre. Pour les femmes, vous pouvez faire votre LH-FSH, donc ça correspond aussi à votre cycle menstruel et votre système central. Et dans ce cas-là, vous faudra l'interpréter, donc il faudra demander à des personnes qui vous l'interprètent, mais sinon, regardez votre cycle menstruel s'il est assez régulier. Vous pouvez aussi regarder votre glycémie, si elle est trop élevée de manière générale, donc votre glycémie à jeun, si elle est élevée, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez peut-être un problème de gestion de votre glycémie, donc au-dessus de 1, et alors que vous êtes un sportif, c'est pas normal. Vous pouvez aussi regarder votre hémoglobine glyquée, ça s'appelle HbA1c, c'est le reflet de la glycémie sur les 3 derniers mois. Si elle est trop élevée, ça montre que là aussi vous avez du mal à lutter contre vos stress, c'est lié à votre cortisol. Regardez votre CRP, c'est votre inflammation. Là, de manière générale, demandez-le tout le temps. Et moi j'aime bien celui-ci en tant que marqueur de l'oxydation, parce qu'on s'oxyde beaucoup, c'est le coenzyme Q10 qui est important à regarder, et souvent chez des athlètes de haut niveau, il est détérioré, donc regardez-le, vous pouvez faire ça, et le GPX de manière générale, ça montre vraiment si vous avez des problèmes biologiques, et ça ment pas du tout. Aux États-Unis, ils font aussi le cortisol après un entraînement. Ça, c'est super intéressant, mais nous, on ne l'a pas. Ça peut coûter un peu plus cher, il faut l'analyser. Il y a des moyens qui sortent dans quelques années via le téléphone. Et si vous arrivez à produire un haut taux de cortisol après votre entraînement, dans ce cas-là, vous êtes encore prêt. Et si vous ne pouvez pas faire ça, prenez votre HRV. Soit c'est par exemple avec un Whoop, mais moi, par exemple, j'aime pas du tout garder un outil la nuit sur mes bras. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un truc qui s'appelle HRV for Training, qui vient scanner votre doigt avec votre caméra de téléphone. Donc, le matin, vous prenez votre HRV, vous notez toutes vos sensations. Et c'est super cool, ça coûte 11 €, quelque chose comme ça. Et donc, vous pouvez mettre toutes vos associations, votre nuit, si vous avez supplémenté ou quoi que ce soit. Regardez aussi, il y a des tests, regardez sur YouTube, on vous le mettra sûrement en lien, le CO2 tolérance. C'est un test qui va vous permettre de savoir si vous êtes plus tolérant au CO2 dans votre système de respiration. Vous comptez, vous allez voir, c'est super simple à mettre en place. Et si vous voyez que vous êtes beaucoup moins tolérant au CO2, dans ce cas-là, vous êtes déjà dans une phase où vous êtes dans le non-functional overreaching. Voilà. Il y a plein de choses, et je veux juste préciser tous ces tests et ces moyens d'évaluer. Alors déjà, soyez réaliste, vous n'avez pas forcément besoin de les faire si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau. En revanche, si vous commencez à avoir certains des signaux dont on a parlé, surtout les signaux hormonaux, c'est-à-dire que vous commencez à être irritable, que vous dormez très mal la nuit, que vous n'avez plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, ça veut dire que là, hormonalement, si j'ai bien compris, il y a quand même des choses assez graves qui sont en train de se passer, et vous êtes probablement en phase de surentraînement, voire peut-être de burn-out, soit à cause de l'entraînement, soit à cause du stress au boulot ou de votre vie au quotidien. Alors dans ce cas-là, faites-vous accompagner d'un professionnel et faites des analyses sanguines, et ensuite appliquez les recommandations du professionnel. Ne soyez pas là à interpréter des prises de sang alors que vous n'y connaissez rien. C'est des choses qu'on étudie et on se forme là-dessus. Donc juste une petite alerte. Et aux États-Unis, dans certains centres, ils regardent vraiment aussi ils font toujours un test. Au départ, c'est les sauts verticaux. Et si à un moment donné, votre saut est plus impacté et vous arrivez à sauter moins haut, c'est un premier signe d'overtraining, et donc ils les mettent au repos, ou un test de grippe. Si aussi votre force de grippe elle baisse avant un entraînement ou quoi que ce soit, ça veut dire que vous êtes déjà dans un overreaching qui est pas bon.
Et donc là, on a parlé vraiment de l'évaluation biologique, vraiment avec prise de sang, test salivaire et sensations, etc. Et il y a d'autres manières de visualiser ça. Type, je sais que par le passé, vous aviez fait des conférences avec Romain dans votre box et vous aviez établi une théorie que vous appeliez la théorie des curseurs. Est-ce que tu veux nous en parler de celle-ci? Ouais, c'était en 2017 et c'est donc Romain Maggiani, qui est un des cofondateurs de GoEd, qui avait présenté ça à CrossFit Castelnau. Et en fait, c'était pour expliquer principalement comment on passait en surentraînement. Parce que c'était un peu trop théorique pour eux et qui voulaient un peu voir ça de manière plus concrète. Donc en fait, il faut imaginer cette théorie des curseurs et le surentraînement comme deux curseurs, un à gauche, un à droite. Celui de gauche, il représente toutes les contraintes qui vont s'appliquer sur vous, c'est-à-dire tout ce qui va être négatif, qui va avoir un impact à vous mettre en surentraînement. Et à droite, c'est votre capacité d'adaptation, donc tout ce qui va être positif et qui va vous aider à ne pas tomber là-dedans ou en sortir. À gauche, vous avez donc toutes les contraintes, et si on les liste, vous avez en premier le volume d'entraînement, qui consiste à tout l'entraînement que vous faites, mais je précise tout l'entraînement, parce que ça compte également ce que vous faites en dehors de votre entraînement pour votre sport. Vous êtes crossfitter, vous vous entraînez 5 fois par semaine, mais le jeudi pour votre rest day, vous allez faire un futsal, le dimanche, vous allez courir 15K. Donc tout ça fait que ça rentre dans votre entraînement, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a l'intensité, bien évidemment, de tous les entraînements que vous faites. Votre âge, qui malheureusement joue en votre défaveur. Plus vous êtes vieux et plus vous allez avoir du mal à récupérer. Ou en tout cas, chaque entraînement va vous faire de plus en plus mal. Quelqu'un qui a 50 ans, il ne peut pas s'entraîner comme quelqu'un qui en a 25. Ça, c'est bien normal. Votre activité professionnelle, puisque là, c'est hyper important. Là, je parle plus pour les athlètes amateurs, bien entendu. Mais quand on est maçon et qu'on travaille 10 heures par jour à lever des poids et à être hyper physique, on ne peut pas derrière se mettre un autre entraînement puisqu'on a déjà dépensé énormément d'énergie dans notre journée. Si on a un travail qui est vachement calme, où on travaille que 4 heures par jour, on est assis à un bureau, alors on va avoir plus tendance à pouvoir s'entraîner plus que ça. Le stress environnant, qui est tout ce qui se passe dans votre vie. En fait, au boulot, vous avez un boulot qui est hyper prenant, vous avez un stress permanent sur vous. Ça va vous mettre dans un état qui va vous favoriser pour aller vers le surentraînement. La vie de famille, bien évidemment, parce que ça rentre dans ce qu'il y a autour de votre entraînement. Si vous avez 3 gosses, que vous êtes divorcé et que du coup il faut gérer les gamins le matin à 6h du matin, en amener un, faire de la route, aller en chercher un autre le midi, puis rentrer le soir, etc. Ça crée une fatigue énorme, du stress en plus de ça, et donc ça va réduire votre capacité de vous entraîner. Et bien évidemment, tout ce qui est ensuite maladie ou problèmes hormonaux. Si vous êtes malheureusement atteint de ces problèmes-là, eh bien, il faut le prendre en compte pour adapter votre entraînement. Donc ça, c'est tout ce qui est négatif. Toutes ces contraintes-là, elles vont s'appliquer sur vous. Et du coup, ce curseur, en fonction de chacun de ces points-là, il va monter ou descendre. Plus vous avez de contraintes, vous vous entraînez beaucoup. Vous avez 40 ans, vous mettez beaucoup d'intensité. Vous êtes super stressé au travail. Vous avez 3 gosses. Et en plus de ça, hormonalement, vous avez un problème. Eh bien, le curseur, vous allez le monter jusqu'en haut. C'est pas un problème en soi. Vous pouvez tolérer ça si vous mettez le curseur de droite, qui est celui des adaptations, au même niveau ou plus haut. Et dans ces cas-là, ça peut passer. Donc, dans les adaptations, on va en premier lieu regarder la nutrition, ce qui va être la clé de voûte de beaucoup de personnes qui passent en surentraînement. C'est à la fois la qualité de ce que vous allez manger et comment vous vous supplémentez, mais également la quantité de ce que vous allez manger. Les deux vont ensemble. Et quel type d'aliments vous mettez, est-ce que vous avez assez de protéines, pas assez, etc. Donc, c'est tout ce que ça prend en compte. Le deuxième, ça reste le sommeil, puisque c'est comme ça qu'on récupère le plus possible, et que si on regarde les athlètes de haut niveau, ils prennent vraiment du temps pour dormir volontairement, et quand ils ont des problèmes de sommeil, ils vont voir des spécialistes pour dormir. C'est la clé de la récupération. Ensuite, dans tous les sports, que ce soit la course à pied ou le crossfit, votre technique d'exécution du mouvement va être un facteur qui va vous permettre d'être moins en surentraînement. Avec une technique correcte et une position correcte, vous allez moins avoir tendance à vous inflammer articulairement et donc vous allez moins passer dans cette phase de surentraînement. Là-dedans, on peut intégrer la mobilité. Donc le fait d'être mobile, flexible et d'avoir des tissus qui coulissent bien va faire en sorte que vous ne luttez pas contre votre propre corps et surtout que vous allez mieux encaisser
si jamais un mouvement se passe pas très bien, si jamais vous allez un peu trop loin dans un ring muscle-up, vous avez cette petite marge supplémentaire par rapport aux autres qui vous permet de ne pas avoir tout qui explose. Votre fitness fait partie de l'adaptation. Quand je dis fitness, c'est pas votre niveau de fitness, c'est comment vous avez construit votre fitness au fur et à mesure du temps, ce qui va vous permettre d'encaisser cet entraînement. Voilà. Willy, il a mis des années à être sportif de haut niveau pour être capable de s'entraîner ce qu'il s'entraîne aujourd'hui. Quelqu'un qui commence la course à pied, qui n'a jamais fait de sport, potentiellement dans 2 ans, il sera capable de courir le marathon en 2h30 et potentiellement, il sera capable de s'entraîner 5 fois par semaine. Mais le jour où il commence, c'est impossible. Le jour où il commence, il doit faire une session de 15 minutes, un jour de repos, puis 15 minutes avec une intensité qui est faible et il progresse petit à petit. Donc ça, on crée son fitness et on amène sa performance vers là. Et la dernière chose, c'est le potentiel athlétique. Et ça, là-dessus, je suis désolé, mais on n'est pas tous égaux. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont à la salle 3 fois et ils ont des pecs énormes. Il y en a, ils poussent toute leur vie et ils ressemblent à rien. Et ben, il y en a aussi en fitness, c'est pareil. Ils s'entraînent toute leur vie pour courir et le record qu'ils vont faire, c'est un marathon en 4 heures. Et il y en a, ils découvrent le running et au bout d'1 an, ils courent en 2,45. Et c'est comme ça. On a tous un mec qui vient à la salle, à qui on montre un deadlift, qui prend 180 kilos et qui dit ça, voilà. Et toi, ça fait 5 ans que tu galères à lever 140. Voilà, donc ça c'est comme ça. Il y a des gens qui sont différents, il faut l'accepter. Mais est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît ? Voilà, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ces contraintes, donc les choses négatives et les adaptations, ce qui est positif, c'est qu'un ratio. On peut avoir des contraintes au maximum, s'entraîner comme un fou, mettre beaucoup d'intensité, etc., si en face, on met la capacité d'adaptation au même niveau. Dans ce cas-là, si vous regardez sur YouTube, le curseur des contraintes est au-dessus du curseur des adaptations. Ce qui veut dire qu'on est dans la zone rouge, ok ? Donc c'est montré là-dessus. C'est à ce moment-là qu'on va passer dans cette phase de surentraînement et c'est à ce moment-là que tout va partir en live. Donc on va commencer à se blesser, on va commencer à partir à avoir des réactions hormonales, on va commencer à ne plus avoir envie de s'entraîner, tout ce qu'on vient de décrire auparavant. Le but, c'est de rester dans cette zone-là le moins de temps possible et de remonter le curseur à droite pour repasser au-dessus. Donc dans cette phase-là où on va être dans le vert. Et il y a quelque chose que disait Romain dans la conférence en 2017 qui était intéressant. Il disait, le but, c'est d'avoir les curseurs au même niveau. Mais en fait, pas vraiment. Le but, c'est d'avoir le curseur de droite, celui des adaptations, légèrement au-dessus du curseur de gauche. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais il se passe quelque chose, vous avez prévu votre plan d'entraînement, vous avez votre intensité, votre activité professionnelle. Et puis là, il se passe un stress environnant supplémentaire qui s'ajoute à vous, que vous ne pouviez pas contrôler. Et dans ces cas-là, le curseur de rouge, lui, va remonter d'un coup d'un cran. Et bien, si vous n'avez pas cette petite marge de manœuvre, vous allez tout de suite vous retrouver dans la zone rouge. Et ça va être problématique. Donc le but de cette théorie des curseurs, c'est pas de donner une réponse précise à chaque problème, c'est de comprendre ce que vous pouvez baisser comme contrainte et ce que vous pouvez augmenter comme adaptation pour ne pas passer en surentraînement. Si tous vos voyants, nutrition, sommeil, technique, mobilité, fitness, potentiel athlétique, tout est au vert, vous êtes au top du top, vous êtes suivi en nutrition par MIMS, vous voyez un spécialiste du sommeil, techniquement vous êtes Rich Froning, en mobilité vous êtes une danseuse, alors, ok, vous pouvez monter tous les curseurs de gauche qui sont le volume d'entraînement. Mais il y a quelque chose qui est important pour les athlètes amateurs, comme moi, c'est qu'en général, notre activité professionnelle, elle est hyper prenante et physique, notre stress, potentiellement, il est très élevé, notre vie de famille, eh bien, elle prend beaucoup de temps. On a 40 balais, eh ben, je suis désolé pour vous, mais si tout ça est dans le rouge, ça m'étonnerait que vous soyez capable de mettre tout dans le vert de l'autre côté. Et donc, ça veut dire malheureusement, il faut réduire votre entraînement, il faut réduire votre volume d'entraînement dans la semaine, parce que ça, c'est le levier sur lequel vous pouvez jouer. Vous pouvez pas jouer sur votre âge, vous pouvez pas jouer sur les gamins, vous pouvez pas jouer sur le stress au boulot, maladie, vous pouvez pas trop jouer. Donc, il faut monter tout ce qu'il y a au vert et diminuer le volume d'entraînement. C'est vachement intéressant, cette théorie. Et pour ceux qui écoutent le podcast, allez voir sur YouTube parce que ça vaut le coup de voir aussi les curseurs pour bien comprendre. Moi, j'ai envie d'aller un peu au-delà de ça et de dire que, comme tu dis, Tib, il faut vraiment avoir la maîtrise de ces deux curseurs. Et c'est pas juste une fatalité. C'est-à-dire que vous avez la capacité de déjà vous durcir
pour être plus résistant à ces contraintes. Et quand vous vous durcissez, en vrai, le curseur de votre potentiel athlétique et fitness, il augmente un peu à droite. Donc en vrai, quand on se durcit, on permet au curseur vert d'augmenter un petit peu et d'être un peu plus endurant, résistant au stress, etc. Donc c'est vraiment d'avoir la main sur ce curseur de contrainte. Et de temps en temps, il faut se pousser un peu dans le rouge pour que le corps s'adapte, mais ensuite tout de suite rediminuer le curseur pour que la récupération reprenne le dessus. Et puis c'est graduellement comme ça en fait qu'on va augmenter le niveau de sa condition physique et de sa santé petit à petit, quoi. Exactement, il faut flirter avec la limite. Ce phénomène de curseur, je trouve il représente le flirter avec la limite dont Will parle. C'est-à-dire que Will, il va essayer d'être le plus possible avec celui des contraintes le plus en haut à gauche possible et celui des adaptations le plus en haut aussi. Et il va jouer avec cette limite. Et quand il va arriver proche des événements comme les demi-finales ou surtout les CrossFit Games pour lui, eh bien là, son curseur de rouge va monter encore plus. Mais il le sait, il sait que c'est pendant un temps donné. Il sait que derrière, après les games, il va s'arrêter et il sait qu'il va prendre du repos et que son curseur rouge à gauche, il va le tomber jusqu'en bas et que là, derrière, il va partir en super cool, il va vraiment récupérer, etc. Donc c'est un plan, il a un plan quand il le fait. Il le fait pas au hasard, il sait ce qu'il fait. On se connaît. Après, avec le temps, tu te connais et tu permets ce que je disais tout à l'heure, quand on sait exactement, quand on flirte avec la limite, ces curseurs, tu sais quand les baisser ou les augmenter. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et quand vous ne vous connaissez pas assez, ou des fois, c'est pas forcément bien se connaître, c'est avoir le recul suffisant. Parce que des fois, faut être honnête, hein, des fois, même moi, c'est dur de me dire, là, t'en fais trop. Ou là, t'es proche de la limite. Et des fois, c'est pas un aveu d'impuissance de se dire qu'on ne peut pas tolérer qu'on doit baisser un peu ça. C'est pas un aveu de faiblesse. Loin de là, au contraire, c'est une grosse preuve d'intelligence. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent, oh, mais toi, t'es pas un brave, t'es pas un crossfitter, oh, tu veux pas faire le workout avec nous. Et ben non, des fois, il faut dire non. Et des fois, par contre, faut pas dire non simplement parce que t'as un gros baobab dans la main. Au bout d'un moment, des fois, il faut savoir. J'ai visé personne. Bravo, merci. Non, je rigole. Je pensais même pas à toi, mais des fois, c'est vrai qu'il y en a. Il y en a des fois, ils n'utilisent pas ces excuses alors qu'ils devraient. Il y en a qui ne les utilisent pas alors qu'ils ne devraient pas. Bref, c'est. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est qu'il y a tous ces paramètres qui sont de vie, dont on n'a pas forcément parlé au départ, et c'est vraiment, vraiment plus impactant que ce qu'on croit. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress, donc en vrai, ça va faire partie des outils, mais c'est souvent des stress qui sont environnementaux, donc comme tu dis, mais qu'on ne gère pas nous-mêmes. Ses collègues, la pollution, ça reste un stress. Et ce genre de choses, de temps en temps, ça nous met par défaut dans ces situations de contrainte, alors qu'on a l'impression qu'on vit dans une vie idéale. Et c'est pas possible. Il faut s'adapter et prendre en compte ces contraintes pour adapter sa vie et ses entraînements. Il ne faut pas tout faire d'un coup, quoi. Ouais, et ça me fait penser à une autre. Il y a un article sur CrossFit.com que vous pouvez trouver avec ils appellent ça des potentiomètres. Si vous êtes DJ, vous aimez bien le mot potentiomètre. C'est exactement un truc de DJ, là, ce que tu nous as montré. Mais il y a un article CrossFit.com aussi sur la nutrition et la récupération et l'intensité qui est assez similaire, une théorie assez similaire, où vous avez la main sur le fait de manger plus, vous reposer plus pour gérer vos intensités d'entraînement, etc. Et il y a une ancienne programmation qui s'appelait Outlaw à l'époque, que beaucoup de gens suivaient en 2013-2014. Et le gars qui programmait ça, il était arrivé avec une théorie d'évaluation où chaque matin, je crois que j'en avais déjà parlé sur un podcast, vous donnez une note à vos capacités physiologiques et une note à vos capacités psychologiques. Donc si je me réveille le matin et que je me sens ultra bien physiquement, je suis prêt à l'entraînement, j'ai 10 sur 10 physiquement. Mais si en revanche dans ma tête je me sens comme une quiche, j'ai pas du tout envie de m'entraîner, il y a quelque chose qui cloche, j'ai peut-être 0 sur 10. Et donc vous additionnez ces deux notes, ça vous fait un 10 sur 20. Et lui, il demandait à tous les athlètes qu'il coachait d'avoir au moins 10 sur 20 pour aller à l'entraînement. Donc s'il passait en dessous de cette moyenne, il disait écoute, aujourd'hui c'est baisse d'intensité ou récup total, etc. Et voilà, c'est des éléments que vous pouvez utiliser pour visualiser votre quotidien. Pour les gens qui ont des gros boulots, beaucoup de stress, vous vous levez le matin, vous êtes inscrit au WOD à 8h, vous êtes au fond du trou, vous avez mal dormi. Est-ce que réellement vous avez besoin d'aller vous entraîner ? Pas sûr. Et si vous n'avez pas d'objectivité, vous pouvez prendre le HRV pour ça. Le matin, si votre HRV il est en dehors de vos normes, vous avez une variation qui est basse. Dans ce cas-là, il faut prendre de la récup. Si vous êtes pas... Dites-vous une chose pour la théorie des curseurs, pour le mettre en façon pratique sur quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien. C'est Romain qui utilisait cet exemple et qui dit si tous les mois sur votre banque vous recevez 2 000 €, mais que vous dépensez 2 500 balles,
il y a un moment où ça va pas marcher. Peut-être le premier mois, vous allez vous en sortir parce que vous aviez mis des sous de côté, etc. Mais il y a un moment où vous allez vous retrouver trop en déficit et la banque, elle va vous bloquer, elle va vous mettre interdit bancaire. Bah, c'est la même chose avec le corps. Au bout d'un moment, il va vous mettre interdit bancaire lui aussi. Ouais, vous Et, tombez malade ou vous vous blessez. Tout le temps. Ouais, et d'ailleurs, certains préparateurs physiques utilisent ces images. Là, on écoutait justement recherche pour ce podcast beaucoup de choses sur le cyclisme et le triathlon, etc. Typiquement, ce qu'ils utilisent, les spécialistes dans le surentraînement et l'entraînement, c'est la métaphore de l'élastique. Donc, imaginez que vous êtes sur un élastique, que vous tirez, il revient normalement à sa forme originale. Mais si vous tirez trop, à un moment, il lâche, il pète. Et donc, plus on tire, imaginez que si vous continuez à vous entraîner, vous tirez, ben, à un moment donné, il claque et impossible qu'il revienne à sa phase originelle. Donc ça, c'est un peu la métaphore, l'image pour votre corps à l'entraînement et au stress quotidien. Donc, il faut avoir un gros élastique. Il faut être un gros élastique. Il faut être le plus gros élastique possible. Ok, j'ai pris des notes. Et être si un au gros cas élastique. où, j'ai pris un questionnaire qui donne souvent à l'INSEP pour les sportifs et je pense que Julian il vous le mettra en commentaire et il est assez intéressant. En fonction de cette note, vous pouvez déterminer si vous êtes en surentraînement aussi. Donc voilà, avec tous ces paramètres de vie aussi. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser dans ce podcast pour diagnostiquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a diagnostiqué pour pouvoir y remédier, soit prévenir le surentraînement. On a déjà parlé de progressivité, Willy il en a parlé, Thib aussi, progressivité dans la manière d'ajouter des entraînements, et ça aussi, CrossFit.com on en a déjà parlé, mais Thib, avec tes curseurs, tu as déjà dit un peu tous les facteurs sur lesquels on peut évoluer. Tu as parlé de nutrition. Variété des entraînements aussi. Ouais, Pardon. variété, intensité, etc. Thib, tu as parlé de nutrition. Et Mims, est-ce que tu as des tips en nutrition pour justement réguler un petit peu tous ces phénomènes sur les hormones et la récup? Oui, en termes de nutrition, déjà, c'est de manger assez. Comme tu disais, Thib, en fait, qualité, quantité, c'est exactement la base de la base, parce que souvent, on sous-mange. Et dans ce cas-là, on en avait parlé, on allait dans Est-ce que les tu peux le redire et le redire encore? Sous-mange, Voilà, sous-mange, tu peux le répéter pour pas mal de personnes. Là, il faut manger. Plus on s'entraîne, plus il faut manger. Parce Mais que, oui, parce que mange pas, Ah ouais, non, franchement, là... Je suis pas en surentraînement, mais je peux t'assurer que je bouffe. Ah, mais c'est franchement, là, je suis désolé, même je te coupe, mais c'est mon coup de gueule. J'en ai marre de tous ces athlètes qui, au bout d'un moment, s'entraînent comme des fous ou veulent s'entraîner correctement et sous-alimentent ou mangent pas de carbs ou disent là, je suis en train de cutter mes carbs, machin et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, vous faites n'importe quoi et vous favorisez le surentraînement. Vous allez favoriser cet état de stress et de non-contrôle qui va arriver très prochainement et vous allez être dégoûté du sport. Malheureusement, c'était pour votre bien qu'on dit ça. C'est pas pour vous pointer du doigt. Il faut manger les glucides, les carbs, tout ça. Ce n'est pas même le gras, ce n'est pas vos ennemis. Et il faut vraiment en avoir conscience parce que votre fitness, il n'est pas déterminé par le fait. Alors, si vous me dites, oui, je veux être très fit, je veux être sec parce que je me sentirai bien comme ça, d'accord. Mais ne dites pas que la performance sera votre objectif. Parce que la performance, au bout d'un moment, ce n'est pas forcément avoir 4 ou 5% de masse grasse. Vous ne serez jamais fit. Vous n'avez jamais vu Fraser avec 4 ou 5% de masse grasse. Vous n'avez jamais vu Justin Medeiros avec 4 ou 5% de masse grasse. Ou Roman Krenikov. Au bout d'un moment, il faut manger. Alors après, arrêtez de dire, oh, la programmation, elle me va pas. Oh, je progresse pas. Oh, j'ai pas ci. Oh, j'ai pas ça. Alors que vous êtes à 100 grammes de glucides par jour. Et en plus de ça, souvent, vous êtes dans le déni, vous voilez la face. Donc ça, c'est vraiment un fléau, je trouve, maintenant, chez les athlètes, de se sous-alimenter et de vouloir performer et ensuite de dire « Ah bah, l'entraînement, ça marche pas ». Et ça, c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense. Après, Désolé, Mims. Manger assez et après, est-ce que tu as Après, il faut aussi avoir en supplément... Alors déjà, en termes de nutrition, avoir une nutrition riche en antioxydants. Parce que, comme on l'a vu, ce phénomène de courbature, il est lié à un phénomène où vous avez beaucoup trop de radicaux libres, pas assez d'antioxydants, ou justement assez, mais du coup, ça se met du temps à résorber. Plus vous allez avoir des antioxydants à bonne hauteur, plus vous allez récupérer. Donc, en soi, si vous n'avez pas forcément si vous ne mangez pas de légumes, de fibres, de choses riches en antioxydants, des fruits, dans ce cas-là, vous allez être en dette déjà dans la récup. Donc, pourquoi pas se supplémenter là-dedans à bonne hauteur. Après, pour la gestion du stress et surtout en termes de CrossFit, pour pouvoir toujours être performant dans la gestion de l'hormone du cortisol, et dans ce cas, vous avez des choses comme l'ashwagandha qui fonctionne super bien et donc qui vous permettra de mieux gérer votre stress et qui vous permettra d'avoir des bons pics de stress en bon moment aussi. Vous avez aussi par exemple la nuit.
Si vous voulez des choses pour pouvoir vous aider à mieux dormir, vous pouvez déjà utiliser des choses comme la glycine, le magnésium. Vous pouvez aussi avoir de la mélatonine. C'est des choses qui, vers 3 grammes max par nuit, ça peut être quelque chose d'intéressant et que vous pouvez prendre de manière... tout dépend en fait de la manière dont vous les prendre. À partir du moment où vous n'avez plus un sommeil très intéressant, si vous rêvez plus, ce genre de choses, ça peut être une bonne aide. Vous avez aussi des choses comme en nutrition la créatine qui va vous aider à mieux récupérer parce que meilleure hydratation, donc meilleure récupération et puis d'autres phénomènes que la créatine crée qui sont super intéressants. Et par exemple, si vous êtes en déficit de testostérone ou ce genre de choses, déjà manger assez gras parce que c'est le précurseur de ces hormones qui est cortisol et après donc testo-oestrogène. Mais vous avez aussi des plantes comme le tonka ali qui a fait des preuves subjectives et pas encore très objectives en termes d'études, mais qui sont quand même intéressantes en termes d'aide. Le matcha aussi. Voilà, c'est des suppléments comme ça. Cool. Donc là, on a déjà pas mal de trucs du coup sur la nutrition et supplémentation. Après, je suis obligé de le demander, mais on a Tib de GoOD avec nous. Donc en mobilité Tib, c'est quoi le protocole idéal? Qu'est-ce que tu recommanderais à l'athlète de faire chaque jour? Je recommanderais, j'ai eu la question hier soir par message privé là. C'était drôle, c'est exactement la même. Donc ce que je recommande, c'est de se mobiliser tous les jours. Je m'en fiche que vous fassiez 8 ou 22 minutes ou 40 minutes. La clé, c'est de le faire tous les jours. Donc, ayez cette routine-là. Prenez cette routine de vous mobiliser chaque jour. C'est sûr que si vous utilisez GoWOD, ce sera mieux fait, ce sera plus pertinent et vous le ferez et vous progresserez encore plus vite parce que ce sera adapté à vos points faibles et à votre entraînement, etc. Bien évidemment, mais mobilisez-vous tous les jours. Un tout petit peu tous les jours, ça va vous amener à un niveau dont vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Et c'est ça qui est cool. Par contre, je peux vous dire l'inverse, c'est-à-dire arrêtez de vous mobiliser pendant 2 semaines et vous allez perdre 3 mois d'effet. C'est ça qui est assez terrible avec la mobilité. Et il faut continuer, il faut rester hyper motivé là-dessus. Par contre, l'effet sur votre corps, que ce soit en termes de blessure, que ce soit en termes de récupération et donc de vous entraîner mieux le lendemain, vous allez le sentir, ne serait-ce qu'au bout d'un mois, et Juliane ici peut en parler, mais ne serait-ce qu'au bout d'un mois, vous allez sentir les effets sur votre corps. C'est assez magique. Même en termes et sur votre tête ou sur votre sommeil. Si vous le faites le soir, ça va vous apaiser et vous allez tomber dans une phase de sommeil plus rapidement. Ouais, moi je suis quelqu'un qui adore les routines et moi maintenant GoWOD c'est ma routine du matin et en réalité maintenant si je le fais plus je m'énerve mais c'est vrai que les intérêts composés, le compound interest en anglais pour les connaisseurs, si vous le faites tous les jours, ça s'additionne petit à petit à travers le temps quoi. Et puis c'est comme la nutrition hein. Je veux dire, c'est les maladies chroniques qui débarquent dans 30, 40 ans, le stress, même le burn-out, là on le voit avec le surentraînement, tout ça, c'est en fait un paiement d'une dette, un peu comme le compte en banque dont tu parlais, un peu comme Will parlait, un peu comme Nils parlait. Vous créez des dettes chaque jour et à un moment donné, il faut payer l'addition de la dette. Donc, je peux juste ajouter 2 choses à pas faire pour augmenter cette dette. Vas-y. C'est pas d'alcool, entre guillemets, ou le soir avant de vous coucher, l'alcool, ça vous fout en l'air votre sommeil, et trop de café, ou du café proche de votre sommeil. Donc voilà, juste ça en plus. Ouais. Et encore une fois, ça aussi, c'est encore une histoire d'intérêt généralisé. Si vous buvez un verre de vin tous les soirs, ouais, vous allez en payer les conséquences. Si vous buvez un verre de vin tous les 1 ou 2 semaines, parce que c'est un bon verre de vin, il n'y a pas de problème. Hein. Et même au contraire. Ça fout quand même en l'air le sommeil. Quoi qu'il arrive, si c'est proche de la nuit. Donc ça doit être quand même assez avancé. Désolé les Alsaciens. Pour tous Les nos pauvres auditeurs Alsaciens. alsaciens qui boivent beaucoup de vin blanc. Désolé. Et moi, je vous donne deux, trois trucs parce que j'ai été sujet à un burn-out, ou en tout cas très proche d'un burn-out assez sévère où d'un coup, j'avais plus du tout de motivation pour bosser. C'était plus lié au stress du boulot et de l'activité plutôt qu'au surentraînement, pour être honnête, même si le surentraînement n'a probablement pas aidé. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le froid. Les bains froids notamment, vraiment pas dans une douche froide, mais les bains froids, l'exposition au froid à un moment précis dans la matinée,
permet réellement de vous booster en cortisol et de créer pas un boost qui est un pic, mais un boost assez continu à travers la journée qui permet de moduler un peu cet effet de résistance au stress. Non seulement vous avez ce boost hormonal qui est assez cool, mais en plus de ça, ça vous endurcit. Et quand vous vous endurcissez au stress, quand il vous arrive quelque chose de stressant, vous êtes de plus en plus résistant. Et il faut comprendre qu'en CrossFit, vous êtes naturellement des gens qui êtes assez durs au mal. On aime quand même, on est assez fort contre la douleur, on sait y résister. Donc naturellement, en plus, le crossfitter a du mal à savoir quand il va pas bien. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte et il faut en être conscient d'après moi. Après, vous avez des protocoles comme la méditation. Moi, personnellement, j'en fais rarement parce que j'arrive pas à avoir la patience, mais ça aide énormément de gens. Et vous avez des protocoles gratuits sur YouTube. Si vous tapez NSDR Huberman sur YouTube, vous avez un petit protocole de 7-8 minutes qui est très sympa à faire. Ça s'appelle du non-sleep deep rest. Donc en gros, vous avez une récupération profonde, mais sans aller dans une phase de sommeil. Vous en êtes très proche, mais vous y êtes pas. Ça dure vraiment pas longtemps. Faites-le l'après-midi, par exemple, pour recharger un peu votre énergie, votre dopamine, etc. Voilà, moi, c'est les petits trucs qui m'aident au quotidien, en plus d'avoir des routines assez précises. Et moi, j'aimerais bien finir avec les recommandations de Will. Toi, en tant qu'athlète de haut niveau, pratiquant de notre discipline au quotidien à un haut niveau, comment est-ce que tu gères ce surentraînement et ces moments de, entre guillemets, faiblesse, excuse-moi du mot? Déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre à bien se connaître et regarder la situation avec honnêteté et humilité. C'est parce que, voilà, comme tu disais, il y a toutes ces choses, là même quand tu parlais d'Outlaw, oui, il faut faire le petit questionnaire, savoir répondre aux questions, mais encore faut-il y répondre sincèrement avec humilité. Et c'est déjà le gros problème des fois de pas mal de crossfitters, parce que moi aussi j'ai eu ce problème. On a souvent tendance à pas avoir vraiment une vraie vision de ce qui se passe vraiment dans notre corps et des signaux où souvent on assimile, on se dit ah j'ai ça, non mais c'est parce que j'ai eu ça ou c'est parce que j'ai eu ci. Ah, j'ai fait un faux mouvement sur un snatch, c'est pour ça que j'ai des tendinites au genou. Bah non, au final tu te rends compte que les tendinites ça peut être un bon signal d'alerte et t'as pas mal de choses comme ça et il faut avoir vraiment ce retour et pas avoir peur de demander l'avis d'autres personnes ou même des fois ça peut être de Mims si vous avez un entretien avec Mims, écoutez ce qu'elle vous dit, ne pas être dans le déni et c'est avoir ce retour sur votre situation qui vous permettra de prendre du recul et de vous rendre compte vraiment si vous avez vraiment ces signaux parce que c'est le gros problème et ça c'est super important et il faut pas avoir peur des fois de se dire ok, là je suis pas aussi fort que je le pensais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un aveu de faiblesse et se dire là je prends 2 jours off et c'est pas parce que vous prenez 2 jours off dans votre programmation que ça va annuler tous les effets bénéfiques. À toujours vous demander est-ce qu'en faire plus ça va vous faire progresser ou récupérer ça va vous faire progresser à l'instant T. C'est ça la grande question que des fois il faut vous demander. Est-ce que faire ce workout en plus à la fin de la journée il va vous faire progresser, vous faire devenir meilleur, ou vous le faites juste parce que vous devez le faire et parce que vous sentez le besoin de le faire. C'est ça, ou est-ce que c'est pas mieux de récupérer, de faire de la mobilité, de bien s'hydrater, de manger plus tôt le soir et de peut-être mieux dormir et que vous allez récupérer et que vous allez capiter sur le travail que vous avez effectué, même si vous avez fait moins de travail que ce que vous vouliez. Est-ce que c'est pas mieux? C'est ça, ces questions qu'il faut vous poser en tant qu'athlète et c'est ça que j'essaye de transmettre et souvent c'est dommage parce que voilà on se rend pas compte des choses ou des fois on s'en rend compte trop tard et c'est souvent ça le problème. Ouais, donc soyez critique de ce que vous faites, soyez critique de la manière dont vous vous entraînez et n'ayez pas peur de prendre du recul. Vous avez toute une vie devant vous pour progresser et devenir le meilleur humain possible. Quand tu traduis comme ça ce que je viens de dire, j'ai l'impression que j'ai pas bien parlé et que j'ai pas fait des bonnes phrases et que du coup tu retranscris mes phrases d'une meilleure façon. Donc je retranscris pour les moldus. Sujet, verbe, complément, c'était pas respecté des fois, c'est pour ça. C'est pour les moldus comme moi, comme certains sur cet appel. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à adapter votre volume d'entraînement, la manière dont vous mangez, dont vous mobilisez, etc. Et essayez des nouvelles choses et essayez de progresser dans votre vie de tous les jours et dans votre manière de faire. Et je pense que vous découvrirez plein de choses dans les prochains podcasts parce que je vois qu'on a fait un épisode de 2 heures et il y a plein de choses encore à dire. Et amusez-vous, prenez du fun, faites du sport parce que ça vous fait plaisir, ça vous fait vous sentir bien, pas par obligation. Si au bout d'un moment vous sentez que vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner, posez-vous les bonnes. C'est peut-être que vous en avez trop fait, prenez un peu de recul et ayez le sourire. Quand j'en vois des fois être à la boxe sans le sourire, j'ai envie de leur dire non mais là t'es censé avoir le meilleur moment de ta journée là. Moi je sais que maintenant depuis que je bosse beaucoup à côté de mes entraînements, quand je vais
m'entraîner, mais j'ai le smile, j'ai la patate, je balance des blagues à tout va, ils en peuvent plus. Parce que voilà, c'est le meilleur moment de ma journée. Et des fois, quand on n'a pas ça, bah moi je sais que des fois, quand je suis moins joyeux à la boxe, et ben c'est peut-être des fois que je suis proche de cette limite. Donc voilà, c'est simplement mon petit mot de la fin pour garder en tête que le CrossFit, ça doit être un plaisir, le sport en général, et que ça doit être au top de votre pyramide. Le Tu défi peux traduire, pour vous, Jules? ouais, au lieu d'aller vous entraîner aujourd'hui, prenez le guide du level 1, lisez-le en détail et puis peut-être réfléchissez un petit peu plus à notre méthodologie et à votre objectif d'entraînement. Et sur ce, je vous remercie. Likez ce podcast, commentez, regardez-le en plusieurs fois, regardez-le 15 fois. Envoyez-le à vos amis en surentraînement s'ils le sont. Et peut-être qu'on arrivera à rendre les gens un petit peu plus fit et en meilleure santé. En tout cas, merci à tous. Et Continuez à suivre la page Instagram. Il y a Julian qui offre l'affiliation à tous les honneurs qui nous suivront à 10 000 abonnés. C'est pas vrai. Tip, par contre, offre un voyage à Madison. Et Myriam, un an de coaching. J'offre un voyage à Madison à la personne qui sera le millionième abonné à notre compte Insta. Ok, il y a un petit peu de chemin à faire. Le millionième, hein, pas le millième. Voilà. Le millionième. Merde. Je Un vais million. En tout cas, m'entraîner, merci j'attends. beaucoup. Merci beaucoup Ok. et bonne Salut. journée à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.